Bien, ben, bonsoir messieurs, dames. Donc, je vais commencer par prendre la parole et nous allons faire cette conférence à deux voix. Donc parfois c'est Bruno qui parle, parfois c'est moi. Donc c'est moi qui commence. Alors je vais commencer par vous emmener en promenade. Quand on se promène en campagne ou en forêt, eh bien vous êtes tous d'accord qu'on va ressentir un certain calme, une sérénité en observant soit l'arbre isolé dans sa prairie, soit le sous-bois. Tout semble calme, immuable. Et effectivement, dès qu'il y a du mouvement végétal, quand on pense mouvement végétal, eh bien, on pense les plantes carnivores, par exemple, qu'elles soient réelles sur la gauche ou qu'elles soient fantasmées sur la droite. Ou bien on peut penser également, si on est lecteur du Seigneur des Anneaux, on va penser à l'armée des Ents, hein, décrite par Tolkien. Et en tous les cas, dès qu'on pense mouvement végétal, on se sent sur ses gardes, on sent qu'il y a danger. Mais en général, si je repars dans ma campagne et ma forêt, je suis rassurée. Les plantes n'ont aucune sensibilité, pas de sens et pas de mouvement actif. Donc rien qui m'inquiète. Et cet a priori que je viens de décrire, eh bien, il nous vient de loin. Il est vieux comme Aristote. Aristote, effectivement, qui essayait de comprendre le principe qui anime tout être vivant, et, ce principe qu'il avait baptisé l'âme, anima. Et il distinguait, Aristote, trois niveaux d'âme. Pour le premier, le plus primitif, qu'il avait baptisé l'âme nutritive, il estimait que les plantes, les végétaux, le coquelicot ici présent, n'avaient que cette âme nutritive, qu'on a ensuite baptisé l'âme végétative. Pour ce qui est des animaux, le niveau suivant était atteint par les animaux, donc en plus de l'âme nutritive, l'animal possédait l'âme sensitive, c'est-à-dire que lui, il était capable de percevoir son milieu, il avait des sens. Et enfin, le troisième niveau, uniquement atteint par l'homme, cette âme intellective qui se rajoute aux deux premières, caractérisait donc l'être humain. Cette idée, cet a priori, il est arrivé, il a passé les siècles. Et il a passé les siècles grâce à l'existence de passeurs, entre guillemets, et en particulier, on cite ici Averroès et saint Thomas d'Aquin, pour leur œuvre de passage à travers la culture de l'islam, pour Averroès, et à travers la culture de la chrétienté, pour saint Thomas d'Aquin. Et grâce à ces passeurs, ce principe des trois âmes s'est répandu à travers le monde. Il a donc traversé les siècles, et on retrouve ici, plus proche de nous, fin XVIIIe siècle, le médecin chirurgien français Bichat, qui étudie également, qui fait des recherches sur la vie et la mort. Il définit la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et lui, comme Aristote, voit en tout être d'abord, et donc chez les plantes, une vie organique végétative. Et à ce cœur végétatif, il ajoute pour la vie animale des organes de motricité et de sensibilité qui recouvrent ce cœur végétatif, et il rajoute le cerveau pour l'homme. Donc on retrouve ces trois niveaux qui s'imbriquent jusqu'à l'homme. Ce qui permet, dans cette vie de relation, grâce à ces organes de motricité et de sensibilité, d'apporter à l'animal comme à l'homme des capacités de vie de relation et la possibilité d'avoir des comportements divers et de communiquer entre eux. Et cet a priori est donc arrivé jusqu'à nous, puisque ici je vous montre simplement l'extrait d'un manuel de médecine actuel, dans lequel on va parler par exemple du système nerveux végétatif. Ce terme de végétatif va désigner tout ce qui n'est pas commandé par la conscience et par la volonté. Donc on retrouve cette idée de végétatif. On parle également, pour quelqu'un qui est dans le coma, d'un état de coma végétatif, donc quelque chose qui n'a pas de relation avec le monde, pas de sensation. Et puis, dans le langage courant, on va parler d'une personne qui n'avance pas vite dans la vie, quelqu'un qui végète, quelqu'un on va traiter de légumes, on ira même jusqu'à traiter certaines personnes de vraies courges. Et récemment, et c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, la recherche récente à l'interface entre la physique et la biologie a permis de révolutionner cette vision. Mais alors, nous, ce qu'on voudrait discuter ce soir, c'est le mouvement. Alors, on va passer un petit moment à se poser la question de ce que c'est le mouvement. Alors, si on commence par ce dont on a l'habitude, c'est-à-dire nous-mêmes,
vous pouvez distinguer des mouvements de geste ou de contrôle de la posture. C'est ce qui me fait espérer que je vais rester debout pendant toute la durée de cet exposé. Et là, ce que vous voyez, c'est que je vais faire des changements de la configuration du corps, mais sans me déplacer. Le deuxième type de mouvement qu'on définit toujours pour les animaux et les humains, c'est qui est illustré ici par ces photos, en fait, qui sont, alors si je retrouve ma souris, voilà, je vais faire comme ça, et donc qui sont à la fois la marche ou alors le vol, vous avez là ici, qui ont été caractérisés par le cinéma scientifique. Vous avez une photo d'ici de Étienne Jules Marais, qui a été un des pionniers de cette application du cinéma à l'étude scientifique de la locomotion. Et donc dans ces cas-là, pardon, excusez-moi, on a un déplacement de tout le corps avec un changement de lieu, un changement global de lieu. Alors, chez les plantes, est-ce qu'on a des mouvements? Donc, il existe des exemples célèbres, je suis sûre que vous en connaissez. On va les observer. Peut-être que ça fait un petit peu partie du cabinet des curiosités. Alors, en particulier, je vais vous présenter la sensitive. Cette sensitive, c'est une plante qu'on rencontre fréquemment dans les jardineries. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle jardinerie. Cette sensitive, elle est caractérisée par des feuilles particulières qui sont découpées en folioles. Hop. Donc, j'ai ici une feuille qui est prise en photo. Chacune de ces parties est une foliole, et chaque foliole est redécoupée en petites foliolules. Et ce sont des plantes surprenantes. Lorsqu'on caresse délicatement les foliolules, on voit qu'elles se replient, elles se redressent. Et si la caresse s'accentue un petit peu ici à droite, ce sont carrément les folioles qui s'abaissent. Et ce, très rapidement. C'est dans la seconde qui suit la caresse. Alors on a même réussi à caractériser ce mouvement rapide grâce à des enregistrements électriques. Alors on place des électrodes le long du pétiole de la feuille, ici, et on enregistre, comme si on faisait un électrocardiogramme, on enregistre un signal électrique lorsqu'on caresse une de ces folioles ici. Donc ça veut dire qu'un signal électrique est émis par la foliole et transmis à travers la petite tige, qu'on appelle le pétiole, jusqu'à la tige, la vraie tige de la plante. Et ce signal, voilà l'allure qu'il a. Vous voyez un signal électrique, on dit un signal électrique biphasique. D'abord le signal monte puis redescend. Et ce signal ressemble, à s'y méprendre, à celui qu'on peut enregistrer le long de nos cellules nerveuses, ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc on a ce type de signal électrique chez les plantes. Un autre exemple, connu également, de mouvement rapide chez les plantes, c'est chez les plantes carnivores. Alors les plantes carnivores, ça fait toujours un petit peu peur. Elles sont carnivores, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir de quelques mouches, qui seront un supplément carné pour elles. Alors on a ici la dionée. La dionée, c'est une plante dont les feuilles sont modifiées en piège. Alors on a ici la petite queue de la feuille, le pétiole, et on a le limbe ici de cette feuille, qui, vous voyez, est modifié en deux mâchoires, terminées par des dents. Okay, et au milieu des deux mâchoires, on a des petits poils ici. Le voilà en détail, ce piège à loup. Ça ressemble à un piège à loup avec des petits poils au milieu. Alors le piège est en fait armé au moment de la formation de la feuille, au moment de sa croissance. Les deux moitiés du piège s'arquent l'une en face de l'autre, à la limite de l'instabilité. Un petit peu comme, vous savez, ces puces en caoutchouc qu'on retourne et qu'on pose sur la table. Et lorsque la mouche se pose sur les poils, ici, lorsqu'elle vient toucher simultanément les poils du limbe, à ce moment-là, ça déclenche un signal électrique qui vient modifier la forme des cellules. Donc ici, on les voit qui sont à la base du piège ici. Elles changent de volume, elles se rétrécissent légèrement et ça provoque le passage de l'instabilité, le relâchement de cette instabilité et le refermement très brusque du piège. Et là aussi, c'est très rapide puisque en quelques millisecondes, le piège se referme et peut emprisonner la mouche, on la voit ici, prisonnière. Et elle sera ensuite digérée. Donc des mouvements très rapides chez ces plantes. Alors, effectivement, si je compare ce que je viens de vous décrire, les mouvements de cette dionée ici à gauche, avec le mouvement de fermeture de la mâchoire du requin, ça ressemble, donc c'est très rapide. Ou bien si je compare le mouvement ici de caresse et de repliement des folioles chez la sensitive, c'est comparable tout à fait au mouvement lorsqu'on retire sa main, lorsqu'on s'est brûlé auprès d'une bougie. Alors pourquoi je compare ça? En fait, dans les deux cas, les mouvements sont des mouvements réflexes, stéréotypés et rapides. Donc ça existe chez les végétaux.
Mais alors, bon, ça c'était très connu, et les gens les collectionnent, ces plantes-là, pour les regarder. Et là, ce que je vous propose, c'est de sortir de ces exemples-là et de regarder avec moi un peuplier qui pousse. Alors ça, c'est une expérience au laboratoire. Donc on va le regarder en vitesse accélérée. Il est en train de pousser, c'est sur 2 jours à peu près. Vous voyez, c'est la nuit, là. Et donc vous voyez, il est en train de s'allonger petit à petit. Mais ce que vous remarquez le plus, c'est qu'il n'arrête pas de bouger. Alors, c'est là que le cinéma est très intéressant, évidemment, parce qu'il nous montre ce qu'on ne voyait pas d'habitude. Et donc, vous voyez que ça n'arrête pas. Alors, la nuit, il bouge plus, le jour, il change un peu. Voilà. Et donc, le mot, la chose importante ici, c'est qu'en fait, il pousse et il bouge en même temps qu'il croît. Et si on compare avec ce que... Je vais pas lancer là, dessous. Voilà. Et si on compare avec la suite, si on compare avec nous-mêmes, ça a été assez longtemps, on a mis longtemps en fait à se déprendre de notre propre perception. Parce que pour nous, le mouvement et la croissance, c'est 2 choses différentes. La croissance, c'est quelque chose de lent et de temporaire. Hein, on grandit quand on est petit, après c'est fini à l'adolescence. Éventuellement, après, on redescend un tout petit peu les marches. Et par contre, le mouvement, c'est quelque chose d'actif et de rapide. Et ça mobilise un autre système, qui est le système du squelette et des muscles. Et c'est ça qui me permet de bouger. Donc pour moi, dans mon expérience, dans la vôtre, ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. Alors bien sûr, en fonction du stade de votre vie, hein, c'est l'aphorisme du sphinx d'Oedipe, en fonction du stade de votre vie, vous n'aurez pas les mêmes capacités de mouvement, mais à un moment donné, la possibilité de bouger, elle est uniquement liée à un système spécifique qui est musculo-squelettique. Et bien chez les plantes, c'est là qu'on va voir que c'est très différent et que la croissance, justement, engendre le mouvement. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer par le petit film qui était avant. Alors, essayons d'étudier ça un petit peu. On va faire un peu de cinématique, c'est-à-dire qu'on va regarder ce mouvement-là. Et si vous regardez une petite plante, comme vous l'avez ici, là, vous voyez, et que je... Hop là, c'est parti trop vite, et que je vais vers là, parce que sinon ça ne marche pas, et que je la déshabille de ses feuilles, ce que je vais voir, c'est à peu près ça, schématiquement. C'est-à-dire, tout en haut, un apex qui ressemble un peu à une ogive. Vous voyez, ici, cette partie-là, là, voilà, et ça ne bouge pas. Ouais, tu fais. Et ensuite, le reste de la tige. Et si je regarde un peu plus en détail avec le microscope, ce que je vois, c'est des petites cellules carrées en haut, près de l'apex, et ces cellules s'allongent, grandissent énormément par la croissance, et cet allongement, évidemment, va pousser sur les cellules du dessous, et va faire, par réaction, se propulser la partie haute. Donc si vous comparez, c'est vraiment le même... Le mot français est très très juste, hein. On dit que les plantes poussent, et on a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est l'agrandissement de ces cellules qui va pousser sur les cellules qui sont en dessous jusqu'au sol. Donc vous avez l'action, comme dans une fusée, et ensuite cette pression en fait, va être repoussée par réaction, et ensuite ça permettra à l'apex de coloniser l'espace dans la dimension verticale. Donc c'est vraiment un mécanisme de propulsion. Mais la différence avec la fusée, c'est que vous voyez la fusée, la propulsion après elle n'est pas solide, alors que dans la plante, les cellules qui sont en croissance, elles sont d'abord plutôt visqueuses et elles vont se solidifier. Et donc ce que vous allez avoir, c'est que la traînée de la fusée, elle se diffuse dans l'atmosphère, mais la traînée de la plante, vous la voyez toujours. D'accord ? Alors pour vous convaincre de ça, et pour vous montrer comment une plante va pousser contre la gravité, on va regarder un petit film ensemble. Alors ça prend un petit moment, puis surtout on a des petits problèmes de... Voilà. Et donc vous avez devant vous un haricot. Et donc si je peux montrer, je ne sais pas si je peux montrer là. Oui. Donc ici vous avez la crosse du haricot, c'est juste après la germination. La graine était ici, là. Et vous voyez, on a mis des petits points pour vous aider à visualiser ensemble. Il y a des petits points qui sont des marques d'encre, en fait, qui localisent des groupes de cellules, on va dire. Et alors le jeu, c'est de suivre avec moi une marque. Par exemple, regardez celle-ci, là. Vous voyez, elle est à gauche de la crosse, et puis vous allez la suivre. Et vous voyez qu'elle se déplace. Et en même temps, regardez le mouvement d'ensemble. Vous voyez vraiment la propulsion vers le haut, n'est-ce pas ? Donc l'apex ici se situe, ici c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est un peu courbée. Donc il est en fait là à peu près à l'endroit où je mets, oh là là, si j'y arrive, là. Donc, voilà, vas-y fais. Par là.
Et regardez les marques que vous avez commencé à suivre, regardez comment elles se sont déplacées, elles ont passé au travers de la crosse. Et si vous regardez la marque le plus bas en bas, vous voyez qu'elle s'est complètement solidifiée, elle ne bouge plus, et vous voyez vraiment la traînée. Vous voyez comment elle s'est diluée dans le processus de croissance. Donc, voilà, là vous voyez, c'est parti. C'est un film qui a été fait par quelqu'un, un collègue de notre collègue qui s'appelle Wendy Silk en Californie. Et donc, eh bien, mesdames, messieurs, devant vous, vous venez d'assister au décollage d'un haricot. J'étais trop vite pour toi. Oui. Parce qu'il ne veut pas. Il veut pas me rendre la main. Alors, on a un petit problème. Vous savez, c'est le problème avec Houston. On a des problèmes de connexion. Alors, ça ne revient pas tout de suite. Mais ça va venir. Ah, mais je sais pourquoi. Ça y est. Non, mais il faut que je réfléchisse. Voilà. Voilà, ça, hop. Ça, hop. Hop. Et ça, hop. Voilà, donc c'était le but. Vous avez donc... Alors, l'autre différence avec les fusées, c'est que une fusée, ça n'a souvent qu'une seule tête et un seul moteur. Donc, évidemment, dans les plantes, si vous avez bien compris, ce que j'appelle l'apex, c'est les petits bourgeons. Hein, et vous avez des bourgeons latéraux aussi. Donc, vous pouvez imaginer que, du coup, le mouvement que j'ai décrit jusqu'à maintenant, il va se faire non seulement sur un seul lanceur, mais en fait, il va y avoir des relais pris par les différents lanceurs. Et vous pouvez voir du coup se déployer devant vous la mise en place de cette structure dans l'espace. Et si vous prenez ce point de vue-là, alors quand vous regardez des arbres, vous pouvez regarder cet arbre-là, ce chêne, ou alors cette ombelle de carotte, ouais, et vous pouvez maintenant visualiser en fait la trace de toute sa traînée cellulaire, donc je vous ai expliqué, et c'est ça qui vous donne la forme. Donc c'est comme si vous aviez devant vous un lent feu d'artifice dont vous gardez sans arrêt la vision. Alors il y a quelque chose de mieux que dans les fusées, dans les plantes, et ce quelque chose de mieux, il est lié au fait justement que cette traînée, elle se solidifie. Et que grâce à ça, les plantes vont pouvoir la rendre elle-même motrice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une propulsion par un moteur qui va vers le haut, mais il y a aussi la capacité de faire bouger la traînée. Alors vous avez de nouveau une expérience au laboratoire, vas-y doucement. Voilà, c'est une petite arabette des dames, et vous avez vu, on l'a inclinée. Et regarde, alors évidemment c'est accéléré, hein, ça prend quelques heures, mais vous avez vu le mouvement qu'elle a fait? Vous avez vu comment elle a fait un mouvement compliqué, hein, où elle avait commencé par partir comme ça, elle a oscillé, etc. Donc vous voyez qu'elle est complètement capable de corriger la trajectoire en fonction des perturbations qu'elle subit. Mais alors, du coup, on se pose la question, mais où sont vraiment les moteurs? Voilà, les moteurs de la fusée. Donc on va regarder ça de plus près. Alors, le premier moteur que je vais vous présenter, c'est un moteur hydraulique, tout simplement. Alors, je repars de ce qu'a montré Bruno, et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire l'ogive dont Bruno parlait, la voici vue d'un peu plus près. C'est un apex de tige de maïs. Au sommet de cet apex, les petites cellules sont produites. Alors, je les ai ici agrandies pour vous montrer. Elles sont un petit peu cubiques. Puis au fur et à mesure, excusez-moi, plus je m'éloigne de l'apex, plus je descends le long de la tige, plus je vois que les cellules s'agrandissent. Vous voyez, elles sont de plus en plus longues. Et donc, je visualise ainsi que ce que tu expliquais, c'est-à-dire que cette poussée cellulaire, elle est produite par l'agrandissement des cellules. Et j'ai la même chose ici à gauche, avec un autre type de tige, ici un coléus, où les petites cellules carrées sont produites ici au sommet du dôme, de cet apex, et on voit qu'elles s'agrandissent ensuite quand je descends le long de la tige. Alors je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui fait que ces cellules s'agrandissent, hein, quel est le véritable moteur. Donc qu'est-ce qui fait que je vais passer d'une petite cellule cubique tout en haut à une cellule allongée un peu plus bas? Alors ça marche parce que la cellule va grandir grâce à un processus d'entrée de l'eau dans la vacuole. Alors la vacuole, c'est quoi? C'est une sorte de sac à l'intérieur de la cellule qui est capable de se remplir de petites substances, des osmolytes, et en se remplissant de ces petites substances, l'eau va entrer passivement dans la cellule et venir se stocker dans ces sacs. Ce faisant, le sac va grossir comme un ballon de baudruche qu'on remplirait d'eau, comme une bombe à eau, et le sac va exercer une pression sur le mur de la cellule. Cette pression, on appelle ça la pression de turgescence. Donc elle est ici représentée avec les flèches rouges. Je remplis d'eau le ballon et le ballon pousse le long des murs de la cellule. Alors il va pousser essentiellement sur les deux bouts de la cellule, vers le haut et vers le bas. Et comme vers le bas, on a expliqué que les cellules se figeaient, c'est solide,
eh bien la cellule va pousser plutôt vers le haut. Il va donner cette poussée verticale. Alors ça, c'est possible, cette cellule peut s'allonger parce qu'en plus, son mur devient un peu plus mou au moment de cette croissance. C'est ce qu'on appelle la plasticité pariétale. Donc ce que je viens de vous expliquer, ce premier moteur, c'est un moteur hydraulique parce que c'est un moteur à pression, et la pression en question s'appelle la pression de turgescence. Alors ça, c'est valable chez toutes les plantes, dans toutes les parties en allongement. Toutes les parties vertes, toutes les branches des arbres en allongement, donc au sommet des branches, et toutes les petites plantes herbacées qui s'allongent par leur apex. Alors il y a un deuxième moteur qu'on va pouvoir décrire, cette fois c'est chez les arbres, et en particulier dans les troncs ou dans les branches maîtresses. Alors effectivement, quand je regarde ces troncs, je vois ici des hêtres qui ont poussé dans un talus et qui sont courbes. Vous voyez, ils ne sont pas complètement droits, ils sont courbés à la base. Ils ont donc réalisé un mouvement. Ce mouvement n'est pas possible avec le moteur dont je viens de parler, parce que ce moteur hydraulique n'est pas assez puissant pour redresser un tronc plein de bois. Donc il faut un deuxième moteur. Et dans ces troncs, ce deuxième moteur, on l'a appelé le moteur à polymérisation par couche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur du tronc, qui est en train de se redresser, se dépose du bois. Alors comme dans tous les troncs, même ceux qui poussent droit, on a effectivement un dépôt de bois qui se fait tous les ans. C'est ce qui permet de visualiser ces couches de bois qu'on appelle des cernes. Et ici, vous voyez que dans la coupe de ce tronc courbe, la moelle du tronc est excentrée. Je la trouve ici, non pas au centre de la souche, mais en bas. Et ici, je vois un bois particulier qu'on appelle un bois de tension, parce que ce bois va tirer le tronc ici vers la verticale. Alors on va voir comment. Donc si je regarde au microscope électronique à balayage l'allure de ce bois, alors ici, il est ici en bas, le bois de tension, et ici en haut, on a placé un bois, c'est le bois en fait de la face opposée, qu'on pourrait qualifier de bois normal, d'accord? Et je regarde ici les cellules qui constituent le bois, en particulier les fibres de bois. Donc quand je regarde des fibres de bois normal, dans un arbre droit par exemple, je constate que ces fibres, donc ce sont des cellules avec une lumière cellulaire, et elles sont limitées par un mur, la paroi, ici. Et quand je compare avec les fibres du bois de tension en dessous, vous constatez qu'il y a une couche supplémentaire dans ces fibres, qui est une espèce de matériau gélatineux, qui a un aspect un peu gélatineux. Et c'est d'ailleurs cet aspect gélatineux qui donne le nom à cette couche. On l'appelle la couche G, comme gélatineux. D'accord ? Donc cette couche supplémentaire dans ces fibres, c'est de la cellulose pure. Alors que dans le reste du mur, on va avoir de la cellulose et de la lignine qui rigidifient la paroi. Donc ici, on a de la cellulose pure. Alors qu'est-ce que ça fait, cette cellulose pure ? Alors ici, on a réalisé une petite expérience. On a découpé un petit copeau de bois dans ce bois de tension et on l'a placé au microscope ici, voilà, en bleu, coloré ici en bleu. Donc c'est un petit copeau de bois observé longitudinalement, c'est-à-dire dans la direction du tronc. D'accord ? Et pour bien comprendre, j'ai replacé ici une photo de la fibre avec la couche G qui est là. Donc je distingue le mur de la fibre. On l'a appelé S2, peu importe, c'est un des murs, enfin c'est le mur de la cellule. Et zut, excusez-moi. Ici, ce mur, il est là en fait. Il correspond à cette ligne bleu foncé. Ici, l'autre mur, il est là, S2, à l'autre bout de la cellule. Et entre les deux, j'ai la couche G avec la lumière cellulaire au milieu. D'accord ? Donc ce que je constate quand je regarde ce copeau, et ici, on a replacé une image de cette fibre, un schéma qui vous présente la couche G et les autres couches du mur. Je constate que la couche G, vous voyez, elle s'est rétractée, elle est plus tassée, plus courte que les couches S2. Donc, dès que je fais un petit copeau dans ce bois, je vais engendrer ce rétrécissement immédiat de la couche G. Elle se rétracte. Alors pourquoi se rétracte-t-elle ? Parce qu'elle est constituée, je vous ai dit, de cellulose, et en plus, les câbles de cellulose, parce que la cellulose, ça se présente sous forme de câbles, un petit peu comme dans un béton armé, c'est l'armature du béton armé. Ces câbles, vous voyez, ils sont ici dessinés sur le schéma, parallèles à l'axe du tronc. Alors que dans les autres couches du mur, les câbles de cellulose sont obliques. Donc, je résume, j'ai beaucoup de cellulose. Dans la couche G, c'est très riche, et en plus les câbles sont parallèles à l'axe du tronc. Tout ça se rétracte, ces câbles se rétractent.
Donc on imagine si la cellule était isolée ici, cette cellule de fibre, isolée, au moment où ça se rétracte, on appelle ça la maturation, vous voyez que cette cellule, elle devient plus courte. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, cette fibre, elle n'est pas isolée, elle est collée à ses copines, elle est collée à ses voisines dans le bois. Et donc, elle va toujours se rétracter, mais comme elle est contrainte par ses voisines, elle va en fait mettre en place une contrainte de tension très élevée, okay, puisqu'elle ne peut pas véritablement se rétracter toute seule. Et c'est cette contrainte de tension très élevée qui se crée dans toutes les fibres du bois de tension, qui va créer, à l'échelle macroscopique, à l'échelle du tronc incliné, une contrainte de tension très élevée. Et cette contrainte de tension très élevée, vous voyez qu'elle est très forte du côté du bois de tension, elle est moins forte sur le côté opposé. Et cette contrainte très élevée va permettre le redressement du tronc. Donc si je mets du bois de tension ici sur mon tronc incliné, je tire ici, je rétracte ici, donc je vais tirer le tronc vers le haut. Voilà, donc cette fois-ci, ce moteur par polymérisation par couche, c'est le retrait de maturation. Alors la motricité végétale, ces moteurs, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut retenir 3 choses essentiellement. La première chose, c'est que le végétal développe ses moteurs, que ce soit le premier ou le deuxième, au fur et à mesure qu'il croît, donc quand il grandit, ce qui lui permet de proportionner ses moteurs à sa taille. Et cette taille, elle varie dans le temps, tout le temps. C'est-à-dire que les plantes grandissent, ont une croissance indéfinie et changent leur stature en continu. Donc le fait de pouvoir mettre en place ces moteurs au fur et à mesure de la croissance, ça permet d'adapter à ce changement de stature. Deuxième chose à noter, c'est que ce sont les mêmes tissus, dans le premier moteur ou dans le deuxième, ce sont les mêmes tissus qui assurent à la fois le maintien, la rigidité de la plante, le bois par exemple, c'est le squelette de l'arbre, et sa motricité. Le bois de tension, c'est aussi les muscles de cet arbre. On a donc ici une véritable innovation évolutive qui permet de développer un système 2 en 1, j'allais dire. Et cette innovation évolutive, elle est propre au végétal. C'est une véritable voie végétale vers la motricité qui est caractérisée par sa parcimonie. Et troisième chose à noter, et se rappeler toujours, c'est que les plantes bougent en permanence puisqu'elles croissent en permanence. Et que donc lorsque vous allez vous promener à nouveau dans ma forêt, cette fois vous vous direz peut-être que les plantes aussi ça bouge. Mais alors, évidemment, jusqu'à maintenant, on a parlé de motricité, c'est-à-dire moteur, l'équivalent de chez nous les muscles. Mais si j'étais qu'un tas de muscles, j'aurais des problèmes pour tenir tout l'exposé devant vous. Et donc on va se poser aussi des questions naturellement mais les plantes, du coup, comment elles coordonnent leurs mouvements? À quoi réagissent-elles? Comment elles s'orientent? Ou même, où vont-elles? C'est-à-dire qu'on va arriver à une deuxième question, qui est la deuxième partie de cet exposé, qui est celle de la sensibilité des plantes. Alors là, on retrouve nos vieux a priori, ceux dont parlait Catherine tout à l'heure. Si on reprend, j'ai repris les mêmes, là, Aristote, Bichat. Et vous vous rappelez, elle vous disait, d'un côté, il y a la vie végétative, elle est insensible. C'est le cas des végétaux. Et puis les animaux, ils ont acquis tout un système de motricité, mais aussi de sensibilité qui leur permet la vie de relation. Et ils ont 5 sens, alors le toucher, la vision, le goût, l'odorat, etc. Et puis, ils ont aussi cette capacité à mobiliser ces sens pour contrôler leur mouvement. Eh bien, alors il y a un petit sens que je voulais préciser, comme ça je savais bien que j'oubliais quelque chose, c'était le 6e sens. Vous savez qu'on a aussi un sens du mouvement et du contrôle postural, que généralement on ne cite pas. Eh bien, les découvertes récentes, là aussi, vont nous amener à remettre en cause ceci et à parler des sens des plantes. Alors on va prendre plusieurs sens, et on va commencer par la vision. Voilà, alors la vision végétale, est-ce qu'une plante voit? Oui, bien sûr. Donc la vision, c'est avant tout une histoire de lumière, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux. La lumière, c'est quoi? Eh bien, la lumière blanche, elle est en fait composée d'un certain nombre de lumières colorées, de radiations, et ça, on en est convaincu lorsqu'on observe un arc-en-ciel, comme ici, ou lorsqu'on est fan des Pink Floyd, et qu'on a écouté Dark Side of the Moon. Alors cette lumière ces radiations qui composent la lumière blanche, du violet jusqu'au rouge, frappent les feuilles d'un arbre. Donc c'est ce que ce petit schéma indique. Et les feuilles, c'est vert. Alors pourquoi? Parce que c'est plein de pigments photosynthétiques qu'on appelle les chlorophylles. Et les chlorophylles absorbent une certaine quantité de ces radiations, en particulier le rouge et le bleu.
pour la photosynthèse. Donc la lumière qui touche une feuille traverse cette feuille, mais en ressort différente, puisqu'une certaine partie a été absorbée. Et on voit ici effectivement que lorsque le faisceau lumineux a traversé la feuille, vous voyez qu'il est appauvri en rouge et en bleu, et par contre il est enrichi en vert et en rouge foncé. Bon, il y a un peu de jaune, hein. On va s'arrêter au vert et au rouge foncé. Puis il se passe la même chose à la surface de la feuille, puisqu'il y a une partie de cette lumière blanche qui est réfléchie par la feuille, et ce qui est réfléchi, c'est là encore le vert et le rouge foncé. Et c'est à cause de ces lumières transmises et réfléchies que le végétal, les végétaux, nous apparaissent à nous, hommes, verts. C'est-à-dire que notre œil est tapissé de cellules visuelles avec des pigments qui sont particulièrement sensibles au vert. Donc dans cette lumière transmise ou réfléchie, nous, ce que notre œil prend, c'est le vert. Donc on voit le monde végétal vert. Et comment la plante voit-elle le monde végétal? Comment voit-elle ses copines? Alors, c'est l'inverse. Elle va posséder des pigments, je vais vous les montrer, qui sont sensibles au rouge foncé. Et donc, une plante voit sa voisine en rouge foncé. Donc, c'est ce que ici montre cette photo. Et si nous étions tous plantes, si tout d'un coup on se transformait, eh bien, nous verrions le monde végétal en rouge, nous verrions l'herbe rouge de Boris Vian. Alors, cette herbe rouge, à quoi c'est dû? Eh bien, les plantes possèdent des pigments sensibles au rouge clair et au rouge foncé. Alors, une petite nuance, hein, dans le rouge, il y a deux types de rouge, un rouge un peu plus clair, un rouge un peu plus foncé. Et les plantes possèdent des pigments qu'on appelle les phytochromes. Ces phytochromes sont à l'intérieur des feuilles et sont sensibles à ces radiations. Alors, le phytochrome, il est présenté ici de manière un peu schématique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une sorte de lapin aux grandes oreilles. Et lorsque les oreilles sont touchés par le rouge clair, eh bien le lapin redresse ses oreilles, si vous voulez. C'est-à-dire que le phytochrome change de forme et il est à ce moment-là sous sa forme active. Donc à gauche, le phytochrome est sous sa forme inactive, à droite sous sa forme active. Et il peut passer d'une forme à l'autre grâce au rouge clair ou au rouge foncé. Et ainsi, en fait, selon la quantité de phytochrome aux oreilles écartées ou aux oreilles dressées dans la plante, ce rapport traduit exactement le rapport de rouge clair et rouge foncé qu'il y a dans l'environnement de la plante. D'accord ? Donc le phytochrome, en fait, mesure à travers ces deux formes le rapport rouge clair sur rouge foncé qui baigne la plante. Cette mesure permet à la plante d'adapter sa croissance et de répondre à ces variations de lumière par des mouvements. Alors la preuve, c'est que par exemple ici, on a fait une expérience où on a cultivé des petites plantes à gauche dans des conditions où le rapport R sur FR est très grand, c'est-à-dire on met beaucoup plus de rouge clair que de rouge foncé, et à droite, on met plus de rouge foncé que de rouge clair, donc le rapport R sur FR est bas. Et on constate que la forme de la plante n'est pas la même. Vous voyez qu'à droite, la plante allonge beaucoup plus sa tige pour, entre guillemets, gagner la lumière. Hein. Donc en fait, quand on réduit ce rapport, quand on augmente le rouge foncé, et c'est ce qui se passe lorsqu'une plante est à l'ombre de sa voisine, le rouge foncé est plus abondant autour d'elle, puisque la première a absorbé le reste de la lumière, comme je vous l'ai expliqué. Et à ce moment-là, cette plante qui est à l'ombre de la première va essayer de pousser plus haut, hein, pour atteindre la lumière. Donc le phytochrome lui permet de mesurer ce rapport, et c'est donc un senseur pour cette plante, pour mesurer, pour détecter l'ombre de sa voisine. Donc une plante voit, elle voit l'ombre de sa voisine. Mais ce n'est pas tout. On a vu que la lumière pouvait également être réfléchie et que les plantes réfléchissaient préférentiellement le rouge foncé. Donc là, une autre expérience où on montre des plantes qui poussent devant des miroirs réfléchissants. À gauche, un miroir qui réfléchit spécifiquement le rouge clair, et à droite, un miroir qui réfléchit spécifiquement le rouge foncé. Et on constate à droite que la plante est plus haute que celle de gauche, donc celle qui est baignée de rouge foncé va être plus haute, et se détourne de ce miroir pour éviter ce rouge foncé qu'elle perçoit comme étant une voisine. Donc cette fois, il n'est pas question d'ombre, d'accord ? Il est question de rouge foncé réfléchi. Donc cette fois, le phytochrome permet toujours cette même mesure du rapport R sur FR, mais cette fois, ce senseur permet la détection de sa voisine. Donc une plante voit non seulement l'ombre de sa voisine, mais elle voit également sa voisine par le rouge foncé qu'elle réfléchit. Des yeux dans le rouge pour voir ses voisines, et elle seule, parce qu'effectivement,
cette capacité à réfléchir le rouge foncé, c'est une signature végétale. Un rocher ne le fait pas. Donc une plante va être capable de faire la différence entre une plante voisine et la nécessité de pousser plus loin pour l'éviter, et un rocher. Alors, c'est pas tout, parce qu'elle est aussi capable de voir dans le bleu. Donc elle voit dans le rouge, mais elle voit aussi dans le bleu, cette plante, dans le bleu de tes yeux. Donc là, ici, je vous ai montré une petite plante qui pousse à proximité d'une fenêtre. On a tous fait ça, placer sa plante verte près de la fenêtre de sa cuisine, et on constate tous que la tige, les feuilles vont s'orienter vers la lumière. Alors ça, c'est rendu possible par d'autres pigments présents également dans ces plantes. Ces pigments sont sensibles aux radiations bleues, cette fois, et ces pigments s'appellent des phototropines. Donc ici à droite, on a une expérience où on a photographié une petite plantule de blé qu'on éclaire avec des flashs de lumière bleue sur la droite, et on photographie les positions successives de cette plantule face à cette lumière bleue. Et on constate que la plante se tourne vers la lumière. Alors pourquoi? Donc, quand on regarde à l'intérieur de ces petites plantules, on voit que les deux faces de la tige ne poussent pas à la même vitesse. Donc la poussée cellulaire qu'on vous expliquait tout à l'heure, elle va être plus forte sur la face à l'ombre que sur la face éclairée. Et donc la tige va se courber vers la lumière. Et on appelle ça un mouvement par croissance différentielle, puisque la croissance est différente sur les deux faces. Donc cette fois, elle a aussi des yeux dans le bleu pour repérer la lumière et se tourner vers elle. Alors on va continuer notre visite des sens des plantes, et je vous propose maintenant de parler un peu du sens mécanique, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le toucher. Alors, tout à l'heure, au début, on vous a montré la sensitive, et son nom même indique ça, c'est-à-dire qu'on la touche et hop, tout de suite, elle fait un mouvement de retrait. Et pendant longtemps, on a pensé que la sensitive, c'était la seule des plantes sensitives, et c'est pour ça qu'on l'avait appelée comme ça. Et en fait, vous allez voir qu'en termes de perception tactile, elle n'est pas du tout particulièrement, elle n'est pas spéciale. Alors, vous avez un exemple d'expérience qui a été faite au laboratoire il y a quelques années, et là, vous avez des jeunes prunus. Alors, j'arrive pas à avoir voilà, ici. Et vous avez Stéphane Ploquin, c'est notre technicien, et ce qu'il a fait, c'est que celles qui sont à droite, il ne les a pas touchées, et celles qui sont à gauche, il les a fléchies une fois toutes les heures, doucement. Et vous voyez la conséquence. La différence de croissance en hauteur est énorme. Alors évidemment, vous ne le voyez pas d'habitude parce que vous ne voyez pas la croissance, donc vous ne voyez pas qu'elle a changé. Mais si vous pensez que vous avez la bonne perception de ce mouvement, alors vous voyez qu'elles deviennent très sensibles. Et toutes vos plantes sont comme ça. À chaque fois que vous êtes dans votre appartement et que vous regardez vos plantes, pensez-y. Alors, comment elles font? En fait, elles ont un mécanisme qui est un peu analogue au nôtre, bien qu'elles aient utilisé des molécules qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, qui leur viennent plutôt des bactéries, et qui sont les suivantes. Alors ici, vous avez une cellule, j'ai essayé de représenter une cellule, c'est une cellule d'oignon, et vous voyez autour le mur de la paroi dont parlait Catherine tout à l'heure, et juste à l'intérieur du mur, en fait, dans ce qu'on appelle la membrane, qui délimite la cellule, se trouvent des canaux qui laissent passer ou non des ions. Alors vous les avez ici en vue de côté, et ici en vue de face, de dessus. Et l'endroit où passent les ions, c'est ici, évidemment, et qui permettent de rentrer dans la cellule. Et donc, quand on a un étirement de la membrane et de la cellule, ce qui se passe, c'est que cette espèce de diaphragme protéique va passer d'un état fermé à un état ouvert, et comme il va être ouvert, on va avoir une entrée massive d'ions, par exemple de calcium, qui va déclencher chez la plante une réaction. C'est un peu le même mécanisme que nous, quand on touche, hein, on a des ions qui rentrent aussi dans nos systèmes. Et ça va déclencher aussi des petits courants locaux qui sont l'influx nerveux dont parlait Catherine au début sur la sensitive. Donc, grâce à ce mécanisme de petits diaphragmes intravégétaux, elle perçoit sa déformation. Et alors, j'insiste là-dessus, on pense souvent que les plantes ne vont pas être quand même très sensibles, mais aussi, vous voyez, par exemple, avec une seule petite flexion, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a deux collègues au laboratoire, Mélanie Descourtet et Nathalie Leblanc, elles ont étudié tous les gènes qui ont été régulés. Elles en ont trouvé 2000 sur un peuplier. Donc vous faites une toute petite flexion, vous avez 2000 gènes dont l'expression change dans les heures qui suivent, et parfois même dans les 5 minutes qui suivent. Donc c'est extrêmement sensible au toucher. Alors, à la différence de nous, un peu peut-être, on s'est aperçu par l'étude, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, qu'elles ont l'ensemble du corps de la plante est tactile. C'est-à-dire, toutes les cellules vivantes, on va dire, sont capables de percevoir. Et ensuite, elles envoient des signaux à longue distance vers les apex dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vers les endroits où il y a de la croissance, et ces signaux
par exemple les signaux électriques dont on a parlé tout à l'heure, vont contrôler l'activité de ces cellules de zone de croissance. Donc, ce sont des signaux à longue distance. Et de manière plus surprenante, enfin nous, ça nous a plus surpris, je ne sais pas si ça va vous surprendre ou pas, mais on s'est aperçu que ces collectifs de cellules étaient capables de sommer ces signaux entre elles, donc de faire un minimum de calcul, une somme, et d'autre part, elles sont capables de les mémoriser pendant un certain temps. Alors par exemple, je vais illustrer le deuxième. Vous avez ici une expérience sur du peuplier, et on a un gène, peu importe son nom, c'est un facteur de transcription pour les gens qui ont l'habitude de ça, et vous avez en donné le niveau d'induction de l'expression de ce gène. Et en abscisse, vous avez différents traitements mécaniques. Alors le témoin, que j'aimerais bien pouvoir vous montrer, j'y arrive vraiment pas, eh bien, il est là, voilà. Donc il n'a quasiment pas d'induction. Si vous faites juste à côté une flexion, une petite flexion comme je vous ai dit, vous voyez que vous augmentez par 300 fois l'expression de ce gène. Mais si vous revenez un jour après et vous faites une deuxième flexion, alors vous n'avez plus du tout le même effet. Elle a mémorisé la flexion précédente et elle s'est désensibilisée. Il ne s'agit pas de répondre trop non plus aux sollicitations. Et par contre, si au lieu d'attendre un jour entre deux flexions, vous attendez 3 jours, ou 5 jours, ou 7 jours, vous voyez que petit à petit, elle va récupérer sa sensibilité initiale. Et vous voyez que dans le cas présent, elle a quand même mémorisé ça pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'il y a tout quand même une mise en place de systèmes qui permettent une mémorisation assez longue. Alors ça a vraiment perturbé les gens. Alors, on en rediscutera si vous voulez lors de la discussion, mais il y a des gens qui, du coup, ne savaient plus très bien où ils étaient. Et donc, on se pose tout un tas de questions, du coup. Par exemple, est-ce qu'on a déjà l'intelligence d'un ordinateur ou pas? Alors, par exemple, Science et Vie, ils ont fait un titre provocateur là-dessus en disant « les plantes, elles sont intelligentes ». Et ce que je vous ai présenté comme résultat était appelé la mémoire du tremble. C'était un peuplier tremble. Mais sans aller jusque-là, on peut se poser la question au moins de à quoi ça sert aux plantes finalement d'avoir un sens tactile. Eh bien, la première des choses, c'est pour s'acclimater au vent. Alors, si vous étiez une plante, vous seriez très sensible au vent. Vous êtes déjà sensible au vent. À chaque fois que vous marchez dans le vent, vous vous rendez compte que vous marchez dans le vent. Et bien, les plantes aussi. Alors, ce n'est pas qu'elles marchent, mais c'est qu'elles sentent le vent sur elles. Et vous avez ici une expérience, par exemple, qu'on a faite il y a quelques années déjà. Et c'est un chant de luzerne, tout bête. Je vais essayer de décidément dériver. Voilà. Et la différence entre ici et là, c'est ce petit cadre qui ne fait que limiter l'amplitude des mouvements au vent. Juste limiter. Donc, hors du cadre, à chaque fois qu'il y a du vent, elles se fléchissent. Dans le cadre, elles se fléchissent moins. Et vous voyez la conséquence, elle est massive. 50% de hauteur en plus, de croissance, donc de propulsion vers le haut, pour celles qui ne bougent pas. Donc vous voyez l'importance de la perception. Alors dans des cas plus extrêmes, si vous allez par exemple dans le sud de la Patagonie, un très bel endroit, on trouve des arbres comme ça, qu'on appelle des arbres drapeaux, qui sont complètement sculptés par le vent. Alors là-dedans, il y a beaucoup de mécanismes, mais le premier est effectivement ce que je présentais déjà sur la modeste luzerne du champ d'à côté. Incidemment, je voulais attirer sur le fait, peut-être vous n'y pensez pas souvent, c'est que le vent, c'est du coup un facteur majeur de la croissance végétale. Il n'y a pas que la lumière, l'eau, il faut penser au vent aussi. Et une plante, en fait, quand elle va être, des graines vont être semées, suivant l'endroit où elles vont atterrir, elles vont se trouver dans des conditions de vent éventuellement très différentes, si elles sont sur une hauteur, dans un creux, à côté d'une voisine. Et donc, du coup, il est très important pour elles de pouvoir adapter leur croissance et leur mouvement au vent qui les touche, qui les sollicite. Alors, comme on avait parlé de la sensitive, on peut se demander, mais la sensitive, alors c'est aussi pour le vent qu'elle se rétracte si rapidement? Alors on ne sait pas trop en fait, hein, mais disons, ça pourrait être une explication, mais il y en a une autre qui est favorisée par les écologistes, les gens qui étudient l'écologie dans le système naturel, et ils pensent que c'est plutôt une protection contre les herbivores. C'est-à-dire que la sensitive, quand elle commence à être broutée, elle se replie, et ce faisant, elle paraît flétrie. Et on voit que les herbivores, du coup, la mangent moins que d'autres plantes de la même structure, de la même famille, si vous voulez, qui, elles, ne se flétrissent pas. Et c'est pour ça, on comprend du coup qu'il y a eu une pression de sélection pour que ça soit rapide. Dès qu'on commence à te manger, on a l'air flétri. Alors donc, Bruno nous a parlé de ce sens tactile, et là je vais juste vous montrer une petite expérience qui est vraiment très belle,
qui vous montre qu'il n'y a pas que le sens du toucher, ça va même mener jusqu'au geste et que les plantes sont capables donc de faire des gestes. Alors cette petite expérience se fait sur une plante qu'on appelle l'arabette. On vous l'a présentée tout à l'heure lorsqu'elle se redressait. Hein. Tu montrais la hampe florale, la tige qui porte les fleurs qui se redressait. Et là, je vous la montre pour vous montrer que c'est une plante qui n'a pas de tige en fait et dont les feuilles poussent plaquées en rosette, un peu comme une salade si vous voulez, comme une mâche. Donc cette petite arabette, voilà, ce sont des auteurs qui ont fait cette expérience en 2012, une expérience de compétition. Donc ils ont placé une plante arabette par petit pot, on appelle ça un godet ici. Voilà, et ils ont laissé pousser ces petits pots, alors soit côte à côte, les uns à côté des autres, soit de manière isolée. Et ce, pendant une trentaine de jours. Alors, vous voyez qu'entre 20 jours de croissance et 30 jours de croissance à peu près, vous voyez que la rosette s'est agrandie et que, à ce moment-là, quand les godets sont proches les uns des autres, les feuilles vont se toucher. D'accord ? Donc, ils ont ensuite comparé la forme de ces plantes. Alors, ici, sur ces photos, à gauche, toutes les photos de gauche, ce sont les plantes qui ont poussé isolées. C'est-à-dire, les godets sont éloignés les uns des autres, les plantes ne se touchent pas. D'accord ? On voit simplement que la rosette est de plus en plus large et que les feuilles sont de plus en plus grosses. Et à côté, ce sont les plantes qui ont poussé les unes à côté des autres. Alors on dit qu'elles ont poussé en canopée, un petit peu comme si on avait fait une forêt d'arabettes. D'accord ? Et cette fois, donc, elles vont finir par se toucher au bout d'une vingtaine de jours. Et vous voyez effectivement que quand je compare les formes à gauche et à droite, eh bien je vois, et ça devient vraiment net à 26 jours de croissance, ici 29, je vois que les feuilles des plantes qui ont poussé les unes à côté des autres, elles se tordent et elles se redressent. Et en fait, voilà ce qui se passe, les feuilles se touchent par le bout du limbe, et lorsqu'elles se touchent, immédiatement, elles vont continuer leur croissance en se levant l'une contre l'autre et en s'écartant. Donc il y a un espèce de mouvement juste après le toucher, un mouvement de redressement des limbes des feuilles. Et ce mouvement va provoquer une augmentation de la lumière rouge foncée réfléchie. Vous vous souvenez que les feuilles réfléchissent le rouge foncé. Et donc, en faisant cela, les feuilles se redressent. Et c'est comme si elles mettaient face à la voisine un feu rouge. Attention, je suis là, ne pousse pas vers moi. Carton rouge, tu n'as plus le droit d'avancer, je suis présente. Donc c'est un moyen, ce toucher, qui conduit à ce geste pour signaler sa présence. Donc vous voyez qu'au cours de l'exposé, on est en train de passer de simplement la sensibilité à la combinaison entre la sensibilité et la motricité. C'était l'exemple du geste de réaction au toucher. Et on va continuer sur ce sens que j'ai cité au début, qui est le sens qui m'est cher, celui de l'équilibre et du mouvement. Et donc on va se poser la question, à un moment, je vous ai montré une plante qu'on avait inclinée, et je vous ai dit que le sillage cellulaire solidifié qui était sa tige était capable de se redresser. Et Catherine nous a présenté les différents mouvements, les différents moteurs qui sont impliqués dans ce mouvement. Alors soit des moteurs hydrauliques à gauche, soit pour les arbres qui sont à droite, ça c'est en Pologne, par des retraits différentiels dans le bois. Et donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment la plante a coordonné ce mouvement. D'accord ? Alors, là encore, je vous propose de faire juste de prendre 2 secondes des plantes, de penser comment nous on fait, et puis après de voir en quoi c'est différent chez les plantes. Alors nous, je vous ai dit, on a un système de soutien, c'est notre squelette qui nous donne rigidité et puis aussi du degré de mouvement, et puis un système musculaire qui est notre moteur. Et pour tenir debout, pour faire de l'équilibration et du contrôle postural, on mobilise 2 choses. Donc d'une part, dans mon oreille interne, j'ai des petites cellules ciliées et des petits grains qu'on appelle les otolithes sur ces cellules. Et ces otolithes vont être attirés par n'importe quelle accélération, par exemple la pesanteur. Et sur les cellules ciliées, ça va me dire que c'est par là le bas, ou par là quel est le sens de l'accélération. Donc c'est ce qu'on appelle la graviperception. C'est ce qui me permet de savoir que le haut, c'est par là. Alors en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus que ça, et en particulier la recherche spatiale a été vraiment importante pour mieux comprendre ce qui se passait dans le contrôle de la posture. Et donc, si je tiens debout toujours devant vous, c'est non seulement grâce à cette perception-là, mais aussi par le fait que dans mes tendons, dans mes muscles, je suis capable de percevoir les tensions qu'il y a et de, sans arrêt, coordonner, réguler en fonction de ces tensions. Et dernière chose, je perçois aussi la pression sous la plante de mes pieds. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception, la perception de votre corps propre, de la forme propre de votre corps. Si vous fermez les yeux, vous savez très bien si vous avez les bras dans une position ou dans une autre. L'ensemble est emmené
ces informations est emmenées par le système nerveux jusqu'à notre système nerveux central, et en particulier le cervelet, qui est impliqué dans le contrôle de la posture et la capacité que vous avez à rester dans des positions choisies. Alors, chez les plantes, maintenant, on sait pas mal de choses aussi par deux types d'expériences. Soit des expériences sur Terre, vous voyez par exemple cette expérience qu'on a fait avec Catherine Coutan, une collègue, où on a incliné des peupliers et on a regardé ensuite comment ils se redressaient. Ou alors vous pouvez faire des expériences dans l'espace, et donc là vous allez les mettre carrément en microgravité. On a une collègue par exemple qui s'appelle Valérie Leguet qui va bientôt faire une expérience avec le CNES, là, elle est toute contente parce qu'elle va partir bientôt, et on peut étudier aussi ce qui se passe en microgravité. On a depuis assez longtemps, en fait, finalement, mais on précise beaucoup la compréhension du mécanisme de perception du haut et du bas par rapport à la gravité. Alors c'est un système qui fait penser au nôtre, mais qui est assez fin, et que je vais vous expliquer. Vous voyez ici des cellules, et c'est dans ces cellules, qui sont au milieu, là, que j'aimerais bien y arriver à les vous montrer, bon, essaye, parce que moi j'y arrive vraiment pas, et ben, vous voyez qu'il y a des petits grains. Ces petits grains, qui sont sédimentés vers le bas, sont des grains d'amidon. Ils sont plus denses que le contenu cellulaire. Et donc, quand on va orienter la cellule dans une autre position, à cause de la gravité, ils vont sédimenter vers le bas, et c'est cette position qui va être perçue par la plante grâce à un système un peu similaire au système de toucher. Alors ça, c'est connu depuis assez longtemps, mais on ne comprend pas très bien encore comment ça se passe dans les cellules. Et par exemple, il y a un projet actuel dans lequel on est impliqué avec beaucoup de physiciens pour essayer de mieux comprendre la physique détaillée de ce phénomène. Je ne vais pas vous emmener là-dedans, mais par contre, je voudrais savoir si vous regardez tous les mouvements que peuvent faire des plantes. Alors vous avez plusieurs, c'est un peu florilège, là, on peut dire, et donc vous avez plusieurs films de plantes qu'on a fait la même chose qu'à la rabette. Alors vous allez regarder tous ensemble, et vous voyez que donc elles ont toutes été inclinées. Vous avez un impatiens, un coléus, une arabette et un coléoptile, un petit pouce de blé, et vous voyez comment elles se réorientent au cours du temps pour se redresser. Vous voyez que le mouvement est compliqué, hein, il y a des corrections, on repart dans un autre sens, etc. Et donc nous, on s'est demandé, finalement, est-ce qu'avec la perception uniquement du haut et du bas, par le système de petits niveaux cellulaires là, que je vous ai présenté tout à l'heure, un petit sablier, est-ce que ça suffit pour coordonner ce mouvement? Alors je précise une chose que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, ces petits sabliers là, ils sont tout au long de la tige. Donc il y en a un peu partout. Donc la plante, elle va avoir une information à tout endroit de son inclinaison. Où est le haut, où est le bas. De combien elle est inclinée. Tout au long de la tige. D'accord ? Nous, on a juste une information à un seul endroit. Et pour savoir si... Donc la question, c'est si je sais à tout endroit où je suis incliné, est-ce que ça me permet de me remettre droit correctement? Et l'intuition que vous allez avoir, vous dites, ben, si elle a un niveau à chaque endroit, elle devrait y arriver, non? Eh bien, pour vraiment tester ça, on est obligé en fait de faire un peu plus, parce que notre esprit n'est pas suffisant, on est obligé de spécifier ça mathématiquement. On a fait ça avec Renaud Bastien, un doctorant, et Stéphane Douady, qui est un thésard qui a parlé ici, un physicien qui a parlé ici récemment. Alors, comment on spécifie ce que je vous ai expliqué? Si la plante ne perçoit que son inclinaison, son angle d'inclinaison, que je vais appeler A, eh bien, dans ces cas-là, elle le perçoit à tout endroit, le long de la tige, et à tout temps. Et ce que je vais dire, c'est que si c'est suffisant, alors ça veut dire que la variation de courbure, la vitesse à laquelle elle se courbe à tout endroit, dépend uniquement de cet angle. D'accord? Donc j'ai juste écrit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on va se poser la question, est-ce que ça peut faire? Alors on peut résoudre cette équation, elle n'est pas si simple que ça, mais on peut la résoudre et on peut calculer du coup les formes que devrait avoir une plante si elle ne faisait que ça. Et voici ce qu'elle va faire. Vous avez mémorisé les plantes que je vous ai montrées tout à l'heure, j'espère. Voilà ce qui se passe. Donc on peut la lancer, décidément. Oh là là! Ah non, c'est pas ça qui se passe. Là, celle-là, elle est affolée, la plante. Comment ça se fait? Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, c'est pas grave, je vous expliquer. Maintenant, il essaie de dédoubler. C'est ahurissant là. On a évidemment essayé juste avant, tout marchait bien, vous en doutez. Et c'est juste là, vous venez voir une apparition, un dédoublement. Ah voilà. Donc vous voyez, elle mesure sans arrêt son inclinaison. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne trouve jamais la verticale. Vous voyez, elle va osciller sans arrêt. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la base qui est inclinée, elle va percevoir qu'elle est toute inclinée, elle va vouloir se redresser, mais elle va balancer tous les autres elle va balancer tous les autres qui vont redresser, récupérer, etc. Et ça ne converge jamais. Il n'y a pas de solution stable. Et donc ça montre que ce mécanisme si simple est insuffisant. Alors on va chercher un deuxième mécanisme. Je vais le faire. Ouais.
D'accord. Et vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué tout à l'heure que nous, par exemple, on ne percevait pas que l'inclinaison, on percevait aussi la configuration de notre corps, ce qu'on appelait la proprioception. Et donc on s'est posé la question, mais si les plantes, finalement, elles faisaient la même chose? Alors pour ça, on a besoin toujours d'un modèle mathématique, et donc on reprend le même modèle, on dit la variation de courbure, la vitesse à laquelle ça se courbe, en tout endroit, en tout temps, elle est fonction de l'inclinaison qui est perçue par rapport à la gravité, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais aussi de la courbure propre de la forme de la plante. Donc elle est capable, on suppose, c'est une hypothèse, de percevoir sa courbure propre. Et donc on peut calculer les formes, et voilà, tu vas les lancer. Et donc vous allez voir ce qui se passe. Au début c'est un peu pareil, mais la différence c'est que quand elle sent qu'elle est courbée, elle se rectifie. Et vous voyez qu'elle devient très droite en haut, et qu'elle concentre la courbure en bas. Et donc elle a trouvé l'orientation, et elle s'est réorientée, ce qu'elle n'arrivait pas à faire avec uniquement la perception de son inclinaison. Et donc, si vous vous rappelez les plantes que je vous avais présentées tout à l'heure, elles avaient toutes fini par trouver le haut et le bas. Elles avaient toutes fini par s'orienter dans le sens, c'est ce qu'on appelle le gravitropisme. Et donc, il faut absolument que les plantes perçoivent non seulement l'angle, mais aussi leur configuration. Donc, merci. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle a dit, c'est impressionnant, la dame. Donc, je voudrais qu'on se résume un tout petit peu, parce qu'on vous a dit beaucoup de choses à la fois. Donc, pour contrôler ces mouvements, il y a une perception de l'orientation par rapport à la gravité, mais aussi de la forme propre. Nous, on fait ça à la fois par notre oreille interne et par les tendons, la perception dans les tendons. Se détermine un sens de la position, de la forme, de l'équilibre du mouvement, qui contrôle, commande le système moteur. Chez nous, la combinaison squelette plus muscle. Alors chez nous, c'est assez rapide. Je passe mon temps en fait à faire des tout petits réajustements pour me tenir droit. Chez les plantes, maintenant, je vous ai dit qu'elles avaient des petits capteurs de niveau d'inclinaison cellulaires avec des petits grains, qui s'appellent les statocytes. Et d'autre part, Catherine vous a expliqué qu'il y a tout un système moteur avec deux types de moteurs. Elles sont riches, les plantes. Et la différence, par contre, c'est que ces moteurs sont intégrés dans le squelette et donc ils sont lents. Mais par contre, je vous ai montré qu'avec deux sens, l'orientation par rapport à la gravité et la proprioception, on arrivait à coordonner un mouvement qui est finalement très complexe. Et grâce à ça, à avoir un contrôle postural, voire une gestuelle, comme l'a expliqué Catherine. Et donc quand vous voyez un arbre, c'est un peu comme une ballerine, hein, j'ai volontairement fait apparaître les deux en même temps. Il faut imaginer qu'en fait, il passe son temps à réguler sa posture, mais évidemment, comme il le fait lentement, vous ne le voyez pas. Donc vous voyez que c'est marrant, parce qu'en fait, finalement, alors que les systèmes sont très différents, les fonctions de ces systèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que tous les êtres érigés terrestres, vous, moi et les arbres, eh bien, nous avons les mêmes fonctions pour pouvoir tenir debout longtemps. Alors, évidemment, là, ça commence à faire beaucoup. Il y avait déjà la motricité, maintenant il y a la sensibilité, il y a la proprioception, la sens de sa forme. Donc c'est un peu tout chamboulé. Alors je vous ai mis Aristote et Bichat un peu... Mais enfin, il doit rester quand même quelque chose, parce que c'est la fin de la conférence bientôt, et vous vous dites, ben, il doit y avoir quelque chose, et une chose quand même qu'on peut dire, c'est que les plantes, c'est fixé, et que par ailleurs, la locomotion, c'est quelque chose uniquement propre aux animaux. Mais alors, les végétaux, ils ne se déplacent pas alors, hein, Catherine? On va regarder. Alors, est-ce que les végétaux se déplacent? Donc, on regarde quelques exemples. Ici, c'est un exemple un peu lointain, c'est l'exemple des palétuviers dans les forêts de mangroves, en bord de mer, dans les régions tropicales. Et on constate que ces arbres ici, dont on voit ici le tronc, émettent des racines qui ressemblent à des échasses. Vous avez ici un petit schéma qui montre ce tronc avec des racines qu'on appelle les racines échasses. Et ici, ce petit schéma réalisé par notre collègue Francis Allais vous montre cet arbre ici, avec ses racines échasses. Et à un moment de sa vie, lorsqu'il a suffisamment vieilli, il va fabriquer une deuxième tige, un deuxième tronc, qui s'affaisse un petit peu, voyez, et qui va émettre à son tour des racines échasses. Et ces racines échasses vont lui permettre, en fait, d'avancer dans la vase. Et donc, un petit peu plus tard, lorsque le temps a passé, le premier arbre a disparu, il s'est nécrosé, il est mort, et le deuxième poursuit sa progression dans la vase. Donc il y a une espèce de progression par lancement de racines successives et la nécrose à l'arrière, ce qui me permet de dire que les plantes marchent. Lentement, mais elles marchent. De même, si vous regardez un petit peu plus près dans vos jardins ou dans les jardins publics à Paris, vous allez trouver une plante qu'on appelle le bugle rampant.
il porte bien son nom, ce bugle, parce qu'il a ici des tiges horizontales qui sont des stolons, on voit ici le détail d'un stolon, et qui vont s'enraciner de place en place et donner naissance à une nouvelle tige fleurie. C'est pareil pour les fraisiers, j'aurais pu prendre l'exemple du fraisier de nos jardins, et cette tige donc s'appelle un stolon. Et puis si je regarde les iris dans les massifs, c'est exactement la même chose. Cette fois, la tige est toujours rampante, mais elle est souterraine. Et elle est ici un peu plus dodue que le stolon, parce qu'elle contient de l'amidon. Et cette iris, de la même façon que le stolon, va progresser par l'apex, et ça se ramifie en plus, un rhizome d'iris. Donc on a des tiges horizontales qui progressent par l'apex, par le bout, par de la croissance, et qui se nécrosent à l'arrière. Et donc on a des plantes, cette fois, qui rampent. Et troisième exemple, et j'ai emprunté l'exemple à La Hulotte. Si vous êtes des naturalistes avertis, il faut lire La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Et donc celui-là, c'est le numéro 27. Dans le numéro 27, l'auteur présentait la progression de la ronce. Et donc vous voyez ici que la ronce, en fait, va émettre à partir d'une souche une tige qu'on appelle un turion et qui va s'enraciner loin de la souche la première année. Et au cours de la deuxième année, vous voyez qu'elle recommence, elle va émettre une deuxième arc, et sur le premier arc, ce sont les tiges fleuries qui apparaissent, etc. Et à la troisième année, vous voyez, elle en est déjà là, elle finit de chasser la tortue, et elle se nécrose à l'arrière. Donc on a encore une fois, cette fois, l'émission de tiges arquées, qu'on appelle des turions, la progression par saut, et toujours la nécrose à l'arrière. Donc cette fois, les plantes sautent carrément les obstacles. Un point commun entre ces trois exemples de la marche, de la reptation et du saut, c'est qu'à chaque fois, il y a néoformation d'organes, enfin fabrication nouvelle de ces organes, qui remplacent ceux qui disparaissent. Donc il y a toujours cette progression par un bout et la nécrose par l'arrière. Donc une capacité de régénérer la plante tout en avançant. Alors, à partir de ces exemples-là, si vous regardez un peu la littérature des écologues, les gens qui étudient les plantes dans les conditions naturelles, vous allez être surpris parce qu'en fait, ils utilisent des concepts et des noms qui sont surprenants. Par exemple, vous voyez qu'ils vont distinguer sur la colonisation de l'espace horizontal, en fait, une stratégie de phalange à droite, c'est-à-dire quelque chose qui l'image de la phalange grecque, vous savez, tout le monde avance en même temps en étant bien protégé et en masse. Et par ailleurs, de l'autre côté, si au contraire on fait ce qu'a présenté Catherine sur les stolonifères, c'est-à-dire où sur on va très vite à un endroit, on colonise cet endroit, puis ensuite on se redéplace, on fait un saut, on va plus loin, une stratégie de guérilla. Donc vous voyez comment les mots qui sont utilisés, les concepts qui sont utilisés, sont très proches de mouvements qu'on utilise chez nous dans la guerre. Et effectivement, si vous avez cette grille de lecture en tête et que vous regardez des photos de différentes plantes que j'ai organisées par rapport à ce deux pôles guérilla phalange, mais vous voyez un peu, en fait, j'imagine tout de suite, en fait, le terrain de conquête, le système de conquête qui est en train de se mettre en place. Voilà. On va bientôt finir. Et je voudrais dire deux petites choses. D'abord, vous voyez, nous, on est vraiment obsédés par les mouvements rapides. C'est notre survie qui était en jeu. Et donc, on fait très attention aux mouvements rapides. Et évidemment, alors, les moralistes, comme Ésope ou La Fontaine, ils ont attiré notre attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'on était plus rapide que forcément on allait le plus loin. Et c'est la fable de la lièvre et de la tortue. Mais en fait, j'espère que vous allez vous poser la même question sur les plantes, du coup. Parce que jusqu'à maintenant, vous les pensiez ne pas en mouvement parce qu'ils sont tellement lents que vous ne les voyez pas. Et peut-être que finalement, le même raisonnement qu'on fait avec la lièvre et la tortue, il faudrait peut-être le faire avec la plante. Et quand vous regardez un homme qui circule en courant au milieu de plantes, c'est peut-être les mouvements des plantes auxquels il faut faire attention à long terme. Évidemment, c'est une question d'échelle de temps. L'échelle de temps ici est beaucoup plus longue. On a un flot du temps qu'il faut suivre beaucoup plus longtemps. Mais vous voyez que les plantes, elles persévèrent. Il y a une belle image d'un philosophe qui s'appelle Spinoza qui dit qu'il faut s'efforcer de persévérer dans son être. Et bien, les plantes, elles persévèrent très longtemps dans leur mouvement et c'est ce qui leur permet de la voir. Donc vous voyez, le thème ici, c'était la fin des règnes. Et bien, chez les plantes aussi, ça bouge beaucoup. On a enfin réussi à se débarrasser des conceptions très fortes ancrées et qui remontaient depuis Aristote et à voir que les plantes ne sont non seulement nutritives, mais qu'elles sont aussi sensibles, qu'elles sont capables de mouvement et de la combinaison. Pour ce qui est de l'intellect, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, vous voyez qu'elles sont capables de perception, vous avez même vu qu'elles sont capables de gestes.
de contrôle postural et même de locomotion. Évidemment, on se pose forcément la question, et c'était un peu l'histoire de ma guérilla et de mes phalanges, de comportements végétaux. Donc au tout début, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais la photo était dissonante entre ce qu'on disait, chez les plantes ça bouge, et une photo qui avait l'air d'une immobilité totale, qui était la forêt. Et bien comme maintenant vous savez que même ces grands arbres-là sont sans cesse en train de bouger, de rectifier leur posture, de se réorienter vers la lumière, de regarder leurs voisines, et vous le regarderez différemment, vous devez lire maintenant ce mouvement végétal, ce feu d'artifice en action, et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir peur pour autant de ces mouvements. Ce n'est pas parce que les plantes bougent que c'est inquiétant, mais c'est par contre, moi je trouve, merveilleux. Voilà, je vous remercie. Des questions? C'est vous qui donnez la parole ou comment on fait? Oui, merci pour la conférence, très, très sympa. Est-ce que, est-ce que c'est quand elles bougent, tant qu'elles bougent, est-ce qu'elles sont en vie et la mort de la plante, c'est quand et comment? C'est jamais. C'est jamais? Non, en fait, je plaisante en disant ça. Évidemment, une plante va mourir. C'est un être vivant, donc sa mort est programmée. Alors, pour une plante herbacée, ça peut être très rapide. Elle va vivre quelques semaines. Et donc, elle mourra essentiellement parce qu'elle gèlera sous nos climats. Un arbre, par contre, va passer la mauvaise saison et va vivre de nombreuses années. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est pour ça que je plaisantais en disant que ça ne meurt jamais, parce qu'en fait, dans un arbre, vous prenez un chêne qui a 300 ans d'âge, il a en lui des cellules qui ont 300 ans dans son bois, qui sont mortes, qui font son squelette, et il a dans ses bourgeons des cellules qui ont 1 heure, qui viennent de naître. Donc il y a, à cause de cette croissance indéfinie, il y a cette capacité, cette immortalité, entre guillemets, à l'intérieur des zones de croissance. Alors, ce qui va faire vieillir l'arbre, évidemment, c'est qu'il faut alimenter toutes ces zones de croissance et que le temps venant, le système conducteur va vieillir, donc il y aura des problèmes. Il vieillira, cet arbre. Il y a de la sénescence dans un arbre. Mais théoriquement, il a en lui cette immortalité qui est contenue dans les cellules en croissance. Et effectivement, pour la deuxième partie de votre question, effectivement, tout le temps, il va être en mouvement, du coup. Tant qu'il est vivant. Et tant qu'il croit. Sinon, il ne tiendrait pas debout. Hein. Un arbre qui n'est pas sans arrêt en train de faire ça, imaginez, vous êtes en train d'être un arbre, vous poussez une branche par là, mais ça fait plus de poids. Donc si vous continuez par là, vous allez avoir des problèmes. Donc il faut sans arrêt pouvoir rectifier. Et donc, on peut montrer que si les arbres n'étaient pas capables de ça, ils seraient tous pleureux, rampants, quoi. Monsieur là-bas. Je voudrais vous poser une question qui me turlupine depuis longtemps. D'abord, nous constatons que chez les mammifères, chez les animaux, les durées de vie sont très différentes. Et tous les jardiniers savent qu'il y a aussi des durées de vie différentes des arbres. Entre un peuplier et un séquoia, il y a des différences tout à fait considérables. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de programmation. Comment fonctionne cette programmation de la durée de vie ? Vaste question. Oui, alors c'est une question qui déborde largement notre exposé. Hein. Nous, on voulait vous montrer les mouvements, on ne voulait pas montrer le problème de la durée de vie. Hein. C'est un autre débat et je pense que ça serait intéressant de faire un exposé là-dessus, hein, de gens spécialistes. Nous, on n'est pas spécialistes de ça. Alors, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si tu veux répondre 2 ou 3 mots. Ce qu'on sait, par exemple, c'est aussi tous les mécanismes de réparation, par exemple des dégâts dans l'ADN, sont différents. Existent chez les plantes aussi et peuvent être plus ou moins efficaces au cours du temps. Une deuxième chose qui est d'un point de vue radicalement différent de ce que je vais expliquer, qui est plutôt des mécanismes, c'est qu'il y a des plantes qui ont été sélectionnées pour des contextes écologiques très différents. Donc il y a des plantes pionnières, par exemple, qui vont coloniser rapidement une trouée. Donc ça, c'est des arbres qui vont être rapides dans leur croissance, dans leur déplacement, mais par contre qui vont durer peu, parce qu'ils n'ont pas eu besoin, en fait, dans leur stratégie de développement écologique, de développer, il n'y a pas une pression de sélection pour qu'ils aient une longue vie, qu'ils soient longévifs. Et par contre, il y a d'autres arbres qui vont rester beaucoup plus en place pendant très longtemps, et donc en général, ils sont longévifs. Mais encore une fois, à moins que tu veux en parler, nous, on n'est pas spécialistes de ça, donc il faut demander à des gens qui sont spécialistes. J'ai essayé d'évoquer 2 choses, mais il faut demander à des spécialistes là.
question là-bas. J'ai vu tout à l'heure dans votre modèle mathématique pour le redressement de l'arbre, l'ondulation qu'il y avait, qui s'arrêtait jamais à la fin, ça m'a pas mal fait penser à l'asservissement en robotique. Oui, c'est un mécanisme d'asservissement. Voilà, mais je voulais savoir si, parce qu'en robotique, pour régler les problèmes d'ondulation comme ça permanents qu'on a, on utilise les intégrales. Et je voulais savoir si dans votre modèle, vous aviez fait des tests en utilisant l'intégrale du signal de l'arbre, parce que comme vous avez parlé en plus de la mémorisation qu'ils avaient, on a en l'occurrence tous les mécanismes pour faire une intégrale. Quoi. Alors c'est une très bonne question, hein. Je vais connaître un peu la robotique pour poser celle-là. Donc effectivement, on s'est posé la question. Alors il se trouve qu'on avait des éléments... En fait, on peut souvent produire... Au moins en biologie, on est souvent amené à produire, on peut souvent produire différentes explications qui marchent aussi. Et c'est ça la difficulté. En physique, souvent, quand on trouve déjà une bonne explication, on est content et souvent elle marche. Mais la biologie est compliquée, et donc du coup, souvent, il faut faire plusieurs... pour pouvoir séparer plusieurs idées qu'on a, il faut travailler plus. Donc nous, ce que vous dites, ça peut marcher. C'est-à-dire on peut effectivement, à condition d'avoir une mémoire suffisante, pour que l'intégrale se mémorise suffisamment, faire ce genre de régulation de type robotique. Mais nous, on savait aussi par ailleurs que les plantes sont capables de percevoir leur déformation. Et donc on a voulu tester l'alternative, qui est plus économe, enfin c'est plus simple, disons. Et par ailleurs, on a pu montrer qu'effectivement, on avait cette perception, on voit les déclenchements d'ions, de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui se font. Et donc, on a favorisé cette hypothèse-là. Je ne peux pas complètement mettre de côté la possibilité qu'elle fasse des intégrales. Je serais très intéressé par le démontrer. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'évidence directe. Par contre, l'autre est plus solide. Ouais, plus pour... Ok, merci. Je fatigue. Vous avez dit tout à l'heure que les plantes, elles répondaient par un stimulus mécanique, par un signal électrique. Est-ce qu'inversement, si on leur applique un signal électrique, ça peut déclencher quelque chose, un mouvement ou une croissance ou je ne sais quoi. Alors, de mémoire, c'est une bonne question, hein, c'est marrant, parce qu'on peut faire par des déclenchements électriques. C'est de la torture, ça s'appelle. Voilà. Je me souviens qu'il y a eu, du temps de la Russie soviétique, il y avait des groupes de chercheurs qui travaillaient là-dessus. Ce n'est pas une question de torture du tout, mais ils travaillaient là-dessus. Et ils ont été très actifs. Ils ont maintenant un peu... Cette thématique est disparue. Et donc, effectivement, on avait des effets électriques sur la croissance. Et donc, ils n'étudiaient pas tellement les mouvements. Et donc, je penserais que oui, mais ça n'a pas été suffisamment étudié. Il y a une chose qui a été montrée, par contre, aussi par des soviétiques d'ailleurs, qui est assez jolie, c'est que les grains d'amidon dont je vous ai parlé, qui servent à percevoir le haut du bas, ils sont paramagnétiques. Et donc, si on met des champs magnétiques assez forts, on peut les déplacer. On peut faire bouger. Et donc, dans ces cas-là, on peut montrer que la plante perçoit ça comme un changement de la direction du haut. Et donc ça a été très très bien montré. C'est un des arguments très forts pour cette théorie de la perception par ces petits granules. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des applications agronomiques de ces travaux en production forestière ou en production en grande culture, éventuellement même lointaine? Alors, c'est une bonne question, parce que nous, on appartient à l'Institut national de la recherche agronomique. Donc, vous imaginez bien qu'on se la pose et qu'on nous la pose aussi tout autour de nous. Donc, je peux en donner deux. La première, c'est qui nous intéresse beaucoup à nous, c'est le problème de ce qu'on peut dire la résistance au vent. Donc, vous savez que le vent crée des problèmes de verre, c'est-à-dire que les plantes se trouvent inclinées de manière forte. Par exemple, je ne sais pas si vous avez dû voir ça dans les champs de blé, par exemple, si vous vous baladez autour de Paris, vous verrez des plantes des fois qui sont versées. Donc elles sont... Et la question est, est-ce qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait actuellement? C'est à peu près 20% du rendement annuel
mondial qui est perdu par ces systèmes-là, même si en France, on en perd un peu moins. Et donc, on peut penser à deux mécanismes. L'un est lié... Alors, pour l'instant, on utilise soit des gènes, des plantes qui sont naines, mais elles nous posent des problèmes, c'est-à-dire que génétiquement, elles sont naines, mais elles nous posent des problèmes quand on veut réduire les intrants, parce qu'en fait, elles ont peu de racines aussi. Donc tant qu'on les biberonnait avec plein d'azote et plein d'eau, etc., ça allait, mais quand elles n'ont pas beaucoup de racines, elles nous posent des problèmes. Le deuxième système qu'on utilise, c'est des anti-hormonaux. On balance dessus sur les cultures, et comme ça, ce sont des une hormone de croissance, et du coup, elles sont naines aussi, et donc elles résistent mieux au vent. Mais ça pose plein de problèmes. Vous savez, les perturbateurs endocriniens à l'heure actuelle posent plein de problèmes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est aussi un problème. Nous, on cherche à développer des techniques de plantes qui seraient... par sélection classique, plus résistantes au vent, parce qu'elles apprendraient mieux par rapport au vent. On n'a pas trop sélectionné ça, cette capacité à percevoir le vent et à pousser différemment, comme je vous l'ai montré. Et deuxième chose, c'est que quand vous êtes versé, si vous n'êtes pas cassé, eh bien c'est important de pouvoir vous redresser. Et nous, on a des expériences, des fois, où vous avez des champs de sorgho, de maïs, et vous revenez, ils sont complètement versés, donc tout par terre, mais en fait, les plantes ne sont pas cassées, et 3 ou 4 jours après, elles vont être redressées. Donc on peut essayer de mobiliser ces mécanismes, et il semblerait qu'on a pour l'instant contre-sélectionné cette capacité, c'est-à-dire qu'on l'a perdue. C'est-à-dire qu'avant on l'avait et maintenant on l'a plus. Et donc on peut essayer de mobiliser ces mécanismes, qui sont des mécanismes bio si vous voulez, pour pouvoir arriver à avoir des plantes qui sont beaucoup plus résilientes au vent, sachant que le vent c'est déjà un gros problème, vous avez entendu parler des tempêtes, vous vous rappelez, et ça va probablement augmenter avec les changements climatiques. Donc c'est un problème que les plantes vont avoir, et nous aussi avec elles. Donc voilà. Ah oui, tant que vous allez, je peux en citer un autre, qui est l'utilisation en serre, où on utilise ça pour contrôler la taille des plantes, c'est-à-dire qu'on va les faire vibrer plus ou moins, de manière à avoir, sans produits chimiques, des tailles de plantes variées, des petites roses naines par exemple, on a fait un travail sur ça, et d'autre part plus résistantes. Ce qui est très important, vous savez, quand vous offrez des roses et qu'elles se cassent la figure, c'est pas terrible. Et donc là, on peut à la fois avoir un contrôle de la taille, mais aussi un contrôle de la présentation de ces roses au moment de... Et ça s'est fait sur le chrysanthème. Voilà, et on l'a fait aussi sur le chrysanthème. Mais nous, on a travaillé plus sur les roses. Pour éviter l'averse à la Toussaint dans les cimetières. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pourrez repréciser comment se fait, je dirais biochimiquement, pardon. le redressement d'une plante qui est horizontale et qui... Oui. Est-ce que vous pouvez repréciser la croissance différentielle à un niveau biochimique des cellules? D'accord. Donc, pour une plante herbacée ou pour un arbre? Plante herbacée. Une plante herbacée. Donc, une plante herbacée, c'est pourquoi je demande la précision, parce que ça s'allonge par allongement des cellules. C'est-à-dire que ça produit des petites cellules cubiques en haut qui vont ensuite s'allonger comme je vous l'ai expliqué. Et ça marche. Si la plante est droite, ça va s'allonger de la même façon sur toutes les faces de la tige. Si vous mettez la tige horizontale, à ce moment-là, il y a une face qui va s'allonger plus que l'autre à cause de mouvements différentiels d'hormones de croissance à l'intérieur de la tige. Donc la face inférieure, celle qui va être vers le sol, va s'allonger plus vite que la face qui regarde le ciel. En fait, je devrais le dire inversement, la face supérieure va s'allonger moins vite que l'autre qui va s'allonger normalement. Donc ici, ça s'allonge moins vite, ici, ça s'allonge plus vite, donc ça va se courber de cette façon. Et ça, c'est à cause de mouvements d'hormones à l'intérieur de la tige, en fait. Vous parliez d'explications biochimiques. Effectivement, on a des délocalisations d'hormones de croissance qui vont faire que des cellules leur croissance va être inhibée sur la face supérieure par rapport à la face inférieure. Mais la biochimie, c'est qu'une partie de la réponse, évidemment, hein, parce que pour pouvoir faire du mouvement, il faut transformer de l'énergie biochimique, si vous voulez, en énergie cinétique. Il faut faire un mouvement. Et donc, ce mouvement, il est donné. Donc, la biochimie contrôle en fait les propriétés des parois, donc du mur végétal, qui se relâche plus ou moins. Et par contre, la capacité motrice, le fait de transformer ça en mouvement, est lié à l'existence de cette pression très forte hydraulique dans les cellules. Et donc c'est la combinaison de ces deux choses-là qui va permettre ce redressement. Le tout étant commandé par les perceptions dont je vous ai parlé avant. Donc la biochimie est au milieu en fait. Nous on l'avait un peu éludée, elle est au milieu entre les deux.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport à la photo, à un moment où tous les arbres sont courbés. Vous avez dit c'est en Pologne, je crois. Est-ce que ça a été sculpté exprès comme ça, ou quand est-ce que vous voyez des accidents comme ça, vous vous demandez qu'est-ce qui a fait que cette plante est courbée, parce que là, visiblement, il n'y en avait pas à côté, enfin, pas d'obstacle. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il arrive des accidents comme ça, et est-ce qu'on peut s'amuser à sculpter des arbres comme ça? Et deuxième question, par exemple, une plante d'intérieur qui va vers une fenêtre, est-ce que si on la tourne, ça va la fatiguer de sans arrêt aller d'un côté et de l'autre au bout d'un moment? Est-ce qu'il y a de la fatigue, quoi? Ça c'est vécu, vous avez fait ça et t'inquiète, je comprends. Je réponds sur la première partie, tu fais la deuxième, ça marche. Et donc, l'histoire des pins polonais, là, en fait, je ne sais pas très bien, mais si on regarde la photo, on l'a plus. Si. Ah bah. Non, on a plus. Oui, on n'a plus le... On n'a plus, je suis désolé. Et donc, merci. Merci. Donc là, ce que vous voyez, c'est que... Donc je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais ce que je peux essayer d'interpréter avec vous, c'est qu'on voit très bien qu'ici, il s'est passé quelque chose, il y a une discontinuité, là, vous voyez un accident. Ouais. Et donc probablement, ils ont été coupés, ces pins. Oui. À ce moment-là, ils ont émis une branche, et cette branche est venue se redresser, elle a pris le rôle de leader, et elle a fait un mouvement de redressement. Voilà. Mais c'est parti assez tard, elle était déjà assez grosse, et donc dans ces cas-là, plus elle est grosse, plus c'est difficile pour le moteur d'arriver à la redresser. Quelqu'un qui s'appelle Myriam Fournier, qui est dans la salle, là-bas au fond, et qui a travaillé beaucoup dans son équipe sur cette chose-là, et qui montre que malgré tout, mécaniquement, à partir d'un certain moment, les moteurs peinent, vous voyez, à redresser le cœur qui existe déjà. Si je fais un moteur où je rétracte à la périphérie, si j'ai un gros cœur, ça devient difficile. Et donc c'est pour ça que ça a pris aussi peut-être un certain temps pour pouvoir se redresser. Mais toujours est-il que c'est probablement ça ce qui s'est fait. Et effectivement, il y a, alors plus près de nous que la Pologne, près de Clermont-Ferrand, d'où on vient, il y a quelque chose qui est très joli si vous y allez, qui s'appelle la Pinatelle du Zouave. Voilà, la Pinatelle du Zouave, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est à côté du Puy-en-Velay. Et c'était un endroit où on faisait sur des pins beaucoup de coupes pour pouvoir produire des fagots pour les boulangers. Et donc pour ça, on les recépait, on les coupait sans arrêt. Et on faisait produire comme ça. Et à un moment donné, on a arrêté parce qu'on a fait autrement pour les boulangers. Et ces arbres se sont mis à repousser et vous avez des tas de formes bizarres qui sont vraiment spectaculaires à voir. Et effectivement, en ayant compris ces mécanismes, on peut sculpter en partie les arbres. Voilà. Alors la fatigue. Donc pour moi, je pense que non, on ne la fatigue pas. C'est-à-dire que comme elle croît en permanence, le fait de la faire tourner vers la lumière, et si on inverse la plante, sa croissance va la ramener à nouveau vers la lumière. Et la preuve en est, par exemple, c'est quand on observe un tournesol en croissance, il va, au cours de la journée, tourner sa tête, son apex, et suivre la course du soleil pendant qu'il grandit. Une fois qu'il a atteint sa taille adulte et que le capitule s'épanouit, c'est fini, ça ne tourne plus. Donc un tournesol tel qu'on l'imagine avec sa tête jaune, ça ne tourne pas. Mais ça a tourné avant. Et ça a tourné toute la journée, de l'est vers l'ouest, en suivant la course du soleil. Et ça ne l'a pas fatigué. Donc théoriquement, il n'y a pas de souci, on peut l'embêter et la tourner périodiquement. Oui, moi je pense aux bonsaïs. Oui. Qu'est-ce qu'on leur fait pour qu'ils restent miniatures, tout en gardant leurs proportions? Et je crois que les feuilles également sont miniatures. Alors, est-ce qu'il y a des spécialistes du bonsaï dans la salle? Parce que sinon, nous, on n'est pas spécialistes. Mais je vais essayer de répondre un petit peu. Il y en a? Non, parce que sinon, il fallait me dire. C'est plutôt sur les racines. Hein, je crois. Donc, on fait beaucoup de choses sur les bonsaïs. On réduit le volume racinaire. Donc, vous avez remarqué, les pots de bonsaï, c'est tout petit. Et il faut savoir que les racines, bon, d'une part, elles n'ont du coup pas beaucoup à manger, mais surtout, ça a été très bien démontré, les racines ont évidemment aussi un sens tactile. C'est très important dans le sol de sentir le sol, sentir où il est dur, où c'est qu'il n'est pas dur. Et elles réagissent en envoyant des signaux pour elles, mais aussi à la partie aérienne. Et donc, si elles touchent une partie qui est rigide, qui est le bord du pot, elles vont envoyer un signal qui va proportionner la croissance de la partie aérienne. Mais dans le bonsaï, c'est encore pire que ça. Évidemment, on ne fait pas que ça. On pince aussi. Donc, en fait, on tue
on endommage un certain nombre de bourgeons, on recoupe des choses, etc. Il y a un dessin de, c'est quoi, 100p, il y a une BD là où on voit vraiment les gens qui pincent tout ça. Donc il y a énormément d'interventions en fait qui permettent d'assurer que le bonsaï devient relativement proportionné. C'est-à-dire que tous les bonsaïs ne sont pas parfaitement proportionnés. C'est un savoir-faire que d'arriver à les proportionner. Ce qui est marrant, par contre, c'est que vous savez que les cellules des bonsaïs ne sont pas plus petites, par contre. Ce sont des grosses cellules normales, mais c'est la plante qui est miniaturisée. Tu voulais dire d'autres choses? Oui, parce que pour les feuilles, moi je ne sais pas si les feuilles sont plus petites. C'est étonnant, ça. Oui, non, mais c'est vrai. La croissance des feuilles est limitée. Je sais pas. Tout à fait. Mais voilà, on n'est pas des spécialistes de cette question-là. On ne torture pas les plantes. Non, on est gentils. J'avais presque 3 questions, mais elles sont rapides. Premièrement, est-ce que vous avez retourné la plante en entier? Oui. Regardez. C'est parce que tu n'en as pas parlé, Bruno. Non. De mon peuplier, la tête en bas. Ah oui. Donc là, c'est un jeune peuplier. Hein. Il est encore tout jeune, mais il a quelques semaines. Vous voyez, on l'a vraiment mis la tête en bas. Son pot est à l'envers. Et il était la tête en bas. Et en quelques heures, déjà, son apex se redresse. Et toute la tige, vous voyez, s'arc. Donc il a le même genre de réponse que si on le mettait à l'horizontale. Il va véritablement se retourner. Ce qui est amusant, c'est qu'au tout début, il retourne d'abord ses feuilles. Hein, ça, c'est assez étonnant. En fait, les feuilles sont donc la face supérieure de la feuille est vers le sol, et très rapidement, les feuilles vont se tourner. Le pétiole, par croissance, va se retourner la feuille. Et ensuite, on a toute la tige qui s'arc avec les moteurs dont on a parlé, puisque là, déjà, dans un jeune peuplier comme ça, il y a déjà du bois qui se dépose. Voilà, donc oui. Alors, la deuxième question, dans une maison, on parle d'une panne quand il y a un morceau de chêne qui tient le toit, donc c'est horizontal. Bon, là, la panne, elle est morte. Oui. Et on m'a dit récemment que le bois durcissait. Donc, est-ce qu'il est si mort que ça, ce bois, et pourquoi il durcit? Le bois de cette poutre-là? Oui. Voilà. Je pense que lui, il est mort, oui. Ça, il n'y a pas à faire. Alors, je ne sais pas bien. Il y a quelqu'un qui sait, tu sais, Myriam, toi, ça? Tu peux parler? Mais moi, je ne sais pas trop. Je ne suis pas un spécialiste du bois matériau. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des processus, même après, enfin, dans les cellules mortes, mais dans l'arbre vivant, il y a des processus qu'on appelle de duraminisation, que le bois se durcit, parce qu'il y a des extractibles chimiques qui viennent former des cols, en fait, si vous voulez, qui viennent se mettre dans le bois. Mais là, ce n'est pas le cas dans votre poutre. Donc j'imagine qu'il peut durcir par des effets chimiques liés à l'alternance des conditions dans lesquelles il est, mais là, j'y connais rien du tout. Et troisièmement, j'avais vu un film sur une girafe, elle mange les feuilles, et je crois que l'arbre se défend en faisant des tanins, mais je crois que ce n'est pas votre sujet. Oui, ça c'est l'histoire des koudous. C'est des antilopes qui broutent les acacias en Afrique. Et c'est un des phénomènes qui a permis de se rendre compte qu'il y avait de la communication entre les plantes. Et donc ça a été montré là chez ces acacias, mais ça existe chez d'autres plantes. Quand une plante est blessée, lésée, elle va produire des substances. D'abord des substances de défense qui vont modifier la composition de ces tissus, donc la rendre immangeable, c'est les tanins dont vous parlez. Et puis elle va aussi produire des molécules volatiles, des parfums si vous voulez, une sorte de parfums d'alerte qui vont être perçus par les plantes environnantes. Et dans l'histoire que vous citez, les plantes environnantes ayant perçu ces parfums se sont mises à fabriquer des tanins alors qu'elles n'avaient pas encore été attaquées. Donc voilà. Et ces parfums volatiles, on pense que c'est l'éthylène, l'éthylène qui est une hormone gazeuse connue chez les plantes, qui est également le gaz qui est émis par une banane que vous laissez dans une panière, une banane trop mûre qui va accélérer le mûrissement des pommes dans une panière, c'est la même chose en fait. Donc c'est des substances effectivement qui assurent la communication entre plantes. Et c'est pas évidemment que les acacias et les koudous. Voilà. C'est-à-dire que nous, par exemple, au laboratoire, si on fléchit, même sans détruire, sans léser la plante, rien que si on la fléchit, elle va émettre une bouffée d'éthylène. Et par exemple, une bouffée d'éthylène et que la voisine peut le percevoir. Donc on veut faire des expériences avec des témoins, on prend bien soin de les isoler l'une de l'autre, de manière à ce qu'elles
elles ne sentent pas, au sens d'odorat, ce qui s'est passé à la voisine. Et quand on ne le faisait pas, on touchait une plante et on voyait l'autre qui s'arrêtait. Et parce qu'elle avait envoyé. Que ça, ouais, mais... pas tout à fait. Mais dans la demi-heure qui suivait, elle s'arrêtait. Et c'était lié à ces flushs de gaz qui sont vraiment des signaux d'alerte. Attention, je suis secoué. Voilà. Oui, c'était à propos de la cohabitation des plantes entre elles, par exemple dans une forêt. Est-ce qu'il y a des plantes qui ont une cohabitation un peu symbiotique, ouais. C'est-à-dire que la proximité d'une autre favorise la croissance, donc elles vont choisir ou pas choisir leur voisine. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler de communication entre les plantes à ce moment-là, par rapport à ce choix-là? Là aussi, c'est encore une vaste question, parce que quand vous parlez de choix, il n'y a pas de choix. Il y a pas de, enfin, on ne peut pas émettre cette hypothèse-là, à mon avis. Il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'une non, pas de choix conscient. Plante, voilà, exactement. Une plante va germer à tel endroit et elle sera dans des conditions où la croissance sera meilleure qu'à un autre endroit, donc elle atteindra l'âge adulte, elle pourra se reproduire, etc. Après, oui, il y a des plantes qui ont des préférences écologiques. Donc, en termes de nature de sol, en termes de quantité de lumière, on a même certaines espèces qui... le développement est meilleur au tout début à l'ombre, et donc une espèce qui est d'abord cyaphile, qui aime l'ombre et qui devient héliophile ensuite. Alors après, vous parliez de symbiose. C'est ça, je pense. Enfin là, c'était entre plantes la question. C'était est-ce qu'une plante peut, est-ce qu'elles peuvent s'entraider entre elles, si tu veux. Alors, c'était ça la question. Une des choses qu'elles font. Alors, il y a des gens qui travaillent un peu là-dessus. Mais vous voyez bien qu'on est un peu en difficulté. C'est parce que là, vous êtes vraiment à la frontière des recherches actuelles. Donc, il y a des gens effectivement qui essayent de voir si, par exemple, une plante peut donner plus d'exudats racinaires, des choses qu'elle donne dans les racines, à ses voisines, éventuellement à ses congénères, qu'à des non-reliés, des écologues qui s'intéressent à ça. Et une des façons que les plantes ont de transporter, par exemple, des sucres d'une plante à l'autre, par les racines, c'est par les mycorhizes. Donc ce sont en fait des champignons, donc c'est un ménage à 3. Donc il faut 2 plantes et un champignon. Et c'est le champignon qui vient faire la connexion, donc une symbiose avec chacun des 2 partenaires plantes, et qui va créer des connexions. Et on a montré effectivement que par exemple des sucres, pour faire simple, peuvent circuler donc, grâce à cette espèce de réseau connecté dans un sol forestier. Et c'est d'autant plus important dans les forêts où c'est un milieu en général, pour des raisons de choix des gens, où on installe des forêts, où on a laissé encore les forêts en place, disons, c'est généralement sur des milieux pauvres, parce que pour le reste, on en fait de l'agriculture. Et donc, dans ces milieux pauvres au niveau du sol, ces processus-là sont très importants. Ceci dit, là encore, on est un peu à la limite de ce que nous, on sait vraiment bien expliquer. Il y a des gens spécialistes, il y a quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Francis Martin, qui travaille là-dessus. Vous l'avez peut-être entendu à la radio. Et je vous engage à y regarder de ce côté-là. Nous, on ne peut pas vous en dire plus, en fait. Mais effectivement, ça existe. Et il y a effectivement une expérience, à ma connaissance, qui montre un choix préférentiel vers des congénères. C'est-à-dire qu'elle aimait plus... partage plus ses sucres avec les congénères qu'avec les autres. Mais je crois qu'il n'y a qu'une seule expérience pour l'instant. Donc c'est à vérifier. Bonsoir. Comment expliquer l'existence de ces forêts d'arbres tordus de la région de Reims et quel est le mécanisme responsable de ce phénomène assez curieux, localisé apparemment à peu d'endroits. Et j'ai une deuxième petite question juste après, peut-être. Alors, vous parlez des faux de Verzy. Oui, c'est voilà. ça. Ouais. Donc, et ils ne sont pas les seuls en France, puisque chez nous, en Auvergne, il y en a au Puy des Goules, sur la commune d'Orsine aussi. Et donc, ça, ce sont des hêtres tortueux, dont les branches sont tordues et retombent vers le sol avec un port un peu pleureur. Hein. Donc des branches qui sont remplies de bois de tension, sur toutes les faces d'ailleurs. Alors le pourquoi n'est pas connu à ma connaissance encore. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. On a pensé que c'était lié à des gènes, que c'était génétique. Ah, c'est génétique, ouais. On a pensé que c'était lié à des virus, la présence de virus aussi.
On a pensé que c'était des soucoupes volantes qui étaient tombées, parce qu'on en a à Verzy, on en a en Auvergne, et je crois qu'on en a entre les deux. Donc il y a toute une trajectoire là. Donc je plaisante, mais c'est vrai qu'on ne sait pas bien. Ce que dit Catherine est vrai, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien encore tous les mécanismes. C'est la soucoupe volante, non. Et il semblerait qu'il y ait souvent des avortements de bourgeons et ça repart dans... Il y a des changements très brusques de direction. C'est vraiment, quand vous les regardez, ça fait un peu comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont émis des hypothèses qu'il y avait à la fois des mortalités plus fréquentes, des changements d'orientation, etc. Mais c'est une chose que nous dit souvent, c'est très peu étudié, donc on ne sait pas en fait. Et la raison, je pense, c'est parce que ça n'a pas d'application très grande, donc c'est difficile par exemple d'obtenir des sous pour faire de la recherche sur ça. Ça ne fait pas des planches très droites. Donc du coup, on ne sait pas. Mais si vous connaissez, si vous avez vous-même des hypothèses, on est preneur, hein, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Pas du tout. Deuxième question, ça commence de façon un peu floue. Il y a une plante à fleurs qui, paraît-il, m'a-t-on expliqué, à un moment donné de sa croissance, retourne en direction du sol pour planter sa graine en tournant. Ah oui. C'est l'arachide. Alors, quel est le signal qui peut lui faire en sorte que l'attirance de la lumière est annihilée et qu'elle retourne vers la pesanteur, quoi, dans un sens pesanteur. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a des signaux, il y a des hormones qui sont à la base de ça peut-être, mais qu'est-ce qui le fait changer de direction comme ça, avec un truc très sioux, ce qui le fait arriver dans le sens. Moi, j'ai pas la réponse. Donc, quand vous parlez de ce genre de plante, moi, ça me fait penser à l'arachide, ça fait ça. C'est pas celle-là, bon. On a... Je me demande si vous combinez pas deux plantes différentes, c'est ça que j'essaye de voir. Celle-là, vous parlez d'une tige qui portait une fleur, qui s'est transformée en fruit, il y a une graine, et la tige va entamer une croissance gravitropique. Oui, en vrillant vers le sol. En vrillant vers le sol, voilà. Ça enfonce la graine, du coup... Voilà, alors c'est ça que moi je connais des graines effectivement sur lesquelles il y a des moteurs qui permettent c'est des orges, etc. Oui, bien sûr. Voilà, des orges sauvages dans les graminées, la famille des herbes. C'est l'épillé lui-même. Il y a l'épillé et il y a des moteurs là qui sont liés à la dessiccation et à la forme dont les fibrilles de cellulose dont vous a parlé Catherine au début sont orientées dans les parois et qui effectivement quand elles s'humidifient vont être capables de créer un mouvement de vrille. On voit l'amorce, d'abord de petits mouvements saltatoires, et ensuite l'amorce de se planter dans le sol en se vrillant. Mais ça, par contre, ils arrivent par terre, pas par un mouvement de la tige qui les emmène, ils tombent au sol et ensuite ils font ça. Alors à présent, pour la première partie de votre question, qui était le mouvement je monte vers le haut et tout d'un coup, je repars vers le bas. Eh ben, ce que je peux dire, c'est que c'est assez fréquent. Nous, on avait un mutant à l'INRA qui faisait ça, c'est-à-dire il partait, et puis tout d'un coup, à une certaine stade, son contrôle gravitropique, de la perception de la gravité était complètement shifté, changé, et tout d'un coup, boum, il repartait vers le bas, et jusqu'à impacter le sol. Et donc, on peut, et d'ailleurs on travaille maintenant sur des modèles un peu plus élaboré que ce que j'ai présenté, où on prend aussi en compte la perception de la lumière et donc l'orientation par la lumière dont Catherine vous a parlé tout à l'heure, et essayer de comprendre comment la combinaison de ces trois phénomènes peut jouer pour un mouvement plus ou moins compliqué. Il n'empêche que la réponse détaillée, il faudrait regarder plante à plante, parce qu'on peut avoir beaucoup de mécanismes qui peuvent conduire à ça. Par exemple, l'inhibition d'une hormone, ou peut-être qu'elle a perdu sa perception à ce moment-là et qu'elle était désactivée. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire complètement, il faudrait étudier la plante en détail. Moi, j'avais une question, du coup, et une remarque. Sur l'exemple que vous avez là à l'écran, c'est pas mal parce que ça va bien illustrer ma question. À quel endroit, comment la plante choisit l'endroit où elle va se tordre pour se redresser? Ah oui. Voilà. Et la remarque, il y a pas mal de questions. En azimut, c'est ça? Sur sa longueur. Parce que là, pourquoi elle ne s'est pas tordue après la première feuille, par exemple? Ça, je sais répondre, ça. Voilà.
Et j'ai entendu pas mal de questions dans le public qui trouvent des réponses dans le film qui va sortir, Il était une forêt. Donc je vous encourage à aller le voir. Voilà. Alors moi je vais répondre à la première partie, sur Il était une forêt, il faudrait y aller demain. C'est-à-dire comment elle fait pour localiser les endroits où elle se courbe, c'est ça la question. Alors la réponse est un peu compliquée parce qu'il y a deux mécanismes là. Sur la photo, vous avez choisi la photo, alors je suis obligé de prendre la photo en considération. Donc la première chose, si on reprend ce que je vous avais présenté, on peut revenir sur toi qui arrives très bien à le faire. Dis-moi, oui, l'histoire de la graviperception et proprioception, le modèle AC. Excusez-moi, je voudrais vous le présenter en film, c'est tellement plus facile que sinon je vais faire plein de contours. Tu l'as dans le vrai modèle AC. Vrai, ouais. Voilà. Donc vous voyez, c'était le modèle où on avait une tige par exemple de peuplier et où on supposait, c'est celui que vous me faisiez parler tout à l'heure, donc là en l'occurrence qu'elle contrôle à la fois son angle, elle perçoit son angle et elle perçoit aussi sa courbure. D'accord. Et si vous lancez l'animation, ce que va faire Catherine, arrête là, trop tard. Vous voyez que le mécanisme, ce double perception fait que la plante a tendance à concentrer la courbure vers le bas. Et pourquoi? Parce qu'elle cherche à éviter, dans les endroits où elle est rectiligne, donc quand l'angle est de 0 par rapport à la verticale, c'est ça qui compte, c'est par rapport à la verticale, et dans ces cas-là, il n'y a plus que la courbure qui pilote. Et donc elle va chercher à supprimer la courbure. Et donc ce simple mécanisme de régulation, de contrôle du mouvement, génère des concentrations de courbure telles que celles que vous avez vues. Maintenant, si on revient sur... C'est une de ces propriétés particulières qui fait justement aussi le choix entre des modèles d'un autre type par rapport à celui-là. C'est un autre argument de votre question précédente là. Donc j'en profite pour répondre une deuxième fois. Par contre, si on revient sur la photo, donc voilà, il y a probablement une deuxième chose qui se passe ici, et que tu veux peut-être expliquer, non? Je ne sais pas de quoi tu vas parler. Qui est que entre les deux parties, de l'arbre, il y a une partie qui est en croissance par des moteurs hydrauliques. Voilà, c'est mes deux moteurs. Voilà. Et il y a une partie qui a déjà du bois. Là. Et donc là, le moteur est plus lent. Et donc ce que vous voyez qui s'est redressé et qui a concentré bien sa courbure à la base, voilà, ça c'est la partie qui est en croissance rapide par les moteurs hydrauliques. Voilà. Et la deuxième partie, ici, c'est une partie qui est déjà endurcie par du bois, plus rigide. Et donc, elle met en place le deuxième moteur. Elle va y arriver à se redresser aussi. Mais par contre, ça lui prend plus de temps. Et nous, on a pris l'instantané à ce moment-là. Okay. Voilà. Donc, c'est la combinaison à la fois des moteurs, mais aussi de la régulation. C'est les deux. Alors, sur la dernière question, est-ce qu'il faut bien s'arrêter un moment, même si c'est passionnant, on aimerait bien rester encore. Merci. La question est assez simple. Je ne sais pas pour la réponse, mais on sait par contre que donc manifestement l'accélération de l'apesanteur a une très grande importance pour la plupart des plantes, enfin, peut-être même toutes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en apesanteur? Parce que je sais qu'on a fait croître des plantes en apesanteur, et si je prends deux plantes l'une à côté de l'autre, la même espèce, est-ce qu'il y en a une qui va partir dans un sens et l'autre dans l'autre sens? Et est-ce qu'une fois qu'elle est partie dans un sens, elle arrive à s'y tenir, ou enfin, que sais-je? Merci. Très bonne question. Ouais. Je le fais. Vas-y. Alors, comme vous savez, on fait des expériences, effectivement, comme je l'ai présenté d'ailleurs, dans des conditions de microgravité, donc soit dans des stations spatiales, soit éventuellement aussi avec des vols paraboliques d'avions. Et alors, ce qui est marrant, dans un premier temps, c'est que, je vais faire une petite anecdote d'abord, quand les gens ont étudié ça, ils se sont dit, la première chose qui va se passer quand même, vont pousser, c'est qu'en gros, elles devraient pousser plus vers le haut, puisque finalement, elles n'ont pas le poids qui les amène vers le bas. Oui, il y a un genre d'intuition un peu simple. Et alors, en fait, les premières surprises, ça a été que souvent, les plantes qu'on voyait pousser, elles poussaient plutôt comme ça, au lieu d'être comme ça. Et on s'est aperçu après, je répondrai plus profondément à votre question après, mais je voulais juste illustrer la difficulté de l'expérience, qui revient à ce que vous faisiez remarquer tout à l'heure, à votre question. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en fait, dans les conditions de vol, on a aussi beaucoup de vibrations. Et elles perçoivent ces vibrations, elles émettaient cette hormone qu'on appelait l'éthylène, le signal d'alerte, là, et une des effets de ce signal d'alerte, c'est de faire pousser vers le bas, indépendamment de l'orientation, enfin, de faire pousser dans une direction par rapport à la tige qui existe déjà. Et donc c'est pour dire que c'est plein de pièges, comme souvent, ces genres de choses. Maintenant, je vais quand même aller à la réponse sur votre question, comment ça se passe.
une des choses qu'on a montré avec le modèle que j'ai présenté tout à l'heure et sur lequel je répondais, c'est que pour pouvoir aller dans une direction, il suffit de la viser une fois, et après, le simple fait qu'on évite de changer de courbure fait qu'on persévère dans cette direction-là. D'accord ? Donc ce qui se passe en général, c'est qu'elles choisissent une direction un peu au hasard, mais par contre, une fois qu'elles l'ont pris, elles persévèrent. Et c'est pas ça qu'on pensait. On pensait qu'on allait avoir de la marche aléatoire. Tout. Et c'est pas ça qui se passe. Et c'est un troisième argument, je les mets tous, pour dire qu'il y a vraiment un problème, une mécanique de proprioception, c'est-à-dire de perception de la forme, et de régulation de la forme par la courbure. Et donc c'est ça qui se passe en fait. Donc on voit des plantes qui vont dans des directions différentes, mais qui, une fois qu'elles ont pris leur angle, persévèrent dans cette direction-là. Voilà, on va s'arrêter. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci infiniment.